Salut à tous et bienvenue pour ce 177e numéro d'Hors-Jeu Capital, le podcast qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. Nous, on va s'intéresser au match qui a eu lieu samedi soir entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain, un match sans enjeu pour les deux équipes, que ce soit le Paris Saint-Germain ou Montpellier. Avec un doublé de Léo Messi, un but d'Angel Di Maria et encore un but de Kylian Mbappé qui en est à 25 buts et 17 passes décisives. On reviendra aussi sur les trophées des champions, sur la polémique Idrissa Gueye et on terminera le podcast par un petit mot de mercato et notamment sur l'attaquant du Benfica qui est cité du côté du Paris Saint-Germain, Darwin Nunez. Mais en attendant, je vais d'abord vous présenter mes trois acolytes du soir et du jour, pas du soir, pardon. Et exceptionnellement aujourd'hui, Hugo Kapler, le présentateur du podcast, qui présente très très bien d'ailleurs et qui nous manque, qui me laisse toujours en galère. Aujourd'hui, il sera chroniqueur et on est content parce qu'on a rarement son avis parce qu'il mène de main de maître ce podcast, donc c'est cool, on va pouvoir un peu avoir ton avis sur cette fin de saison, sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Salut Hugo, comment ça va? Salut Mousse, écoute, ça va très bien. Je suis content d'aller un peu au charbon sur la pelouse et je te laisse avec grande fierté le rôle de Mauricio Pochettino à diriger le podcast. Voilà. Merci pour Mauricio Pochettino. Et notre deuxième... Ouais, bah oui. Et notre deuxième acolyte, c'est évidemment Nicolas Pluravo, toujours là, toujours présent, fidèle au poste. Salut Nico. Salut Mousse, salut tout le monde. Comment ça va Nico? Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end de foot? Oh bah c'était chouette le multiplex. Moi j'ai passé je regardais Rennes surtout et j'ai passé une bonne soirée du coup, c'était sympa. C'est vrai que moi aussi j'ai basculé un peu sur multiplex. Il y avait des choses intéressantes, notamment sur que ce soit en descente ou pour les places européennes. Et enfin, le coach Yacine, toujours titulaire, jamais absent, toujours présent, à contrario de Verratti. Salut Yass, comment ça va? Ça va, salut à tous. Déjà, Verratti a été beaucoup présent cette saison, alors évite quand même. Un peu ça, Yass. Ramos, ça va. Ça va Yass? Ouais, ça va, tranquille. T'as passé un bon week-end? Ouais. Moi, j'étais au Club des 5 hier, parce que moi j'ai fait la Serie A aussi. Oui. D'ailleurs, intéressant. Toujours officiellement champion, Yass? Non, pas officiellement, parce que l'Inter a gagné, donc Milan se dirige vers son premier titre depuis 11 ans, mais c'est pas fait. Encore un peu de patience. Un but quand même extraordinaire de Théo Hernandez, maradonesque quand même. Ouais. Bon, coutumier du fait, mais le but est quand même incroyable. Surtout venu d'un défenseur. C'est vrai que c'est. Bon, après, il a l'habitude de partir de son camp et de dribbler 5 joueurs, mais c'est tout en puissance, tout en vitesse, puis surtout la finition, quoi, parce que le mec il fait une course de 70 mètres et il arrive à te la mettre opposée. La frappe est pas hyper forte, mais elle est bien placée. Franchement. Pourquoi ça sert à rien de frapper fort? Non, mais il la place bien. Donc, franchement, le Milan mérite d'être champion cette année. J'espère qu'ils sont champions, personnellement. Théo Hernandez qui était sur les tablettes du PSG l'été dernier, il me semble. Très, très bon joueur. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. On va parler. Alors, sur le match en lui-même, on va pas faire 30 minutes, ni 20 d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'était une victoire nette, précise et sans bavure. Mais un mot tout de même sur le match, Hugo. C'était un match plutôt plaisant, puis avec des beaux buts, surtout des beaux mouvements, et Yacine va revenir dessus aussi, mais ton avis sur ce que tu as vu du match, Hugo? Écoute, un match sans enjeu, on va dire, parce que Montpellier n'avait plus rien à jouer avec une 13e place, voilà, maintien assuré, un peu en roue libre, en plus ils ont des derniers résultats compliqués, Omlin n'était pas là dans les buts et tout, qui est quand même pour moi un très bon gardien. Donc un peu en roue libre, et Paris qui a montré plutôt du jeu, on va dire. On leur tape assez dessus quand il faut, mais là Messi a été plutôt bon. Son deuxième but est magnifique, le petit dribble sur Berthaud. Mbappé a encore allongé ses stats en passe décisive et but s'il avait besoin de le faire. Quand même petite concurrence avec Ben Yedder, qui lui a marqué encore un triplé, donc il y a quand même toujours une petite concurrence pour le titre de meilleur buteur. Il reste une journée, donc voilà pour Mbappé pour les stats. Sinon, voilà, quand même Di Maria qui était aux abonnés absents depuis longtemps et qui a marqué quand même son petit but. On a vu le post sur Instagram après où il a dit voilà, je suis content de porter ce maillot depuis 7 ans, etc. Donc voilà. Plutôt, j'ai retenu de cette soirée le but de Di Maria et un peu la joie de marquer sa petite célébration. Mais voilà, sinon pas grand chose à dire. Paris à 15 points d'avance.
Les équipes derrière n'ont même pas su leur mettre la pression comme Marseille qui était deuxième et à un moment on aurait dit il y avait plus que 9 points et au final ils sont décrochés, ils sont même plus deuxième, Monaco leur est passé devant. Donc voilà, fin de saison tranquille pour le PSG. Il restera un match contre Metz la semaine prochaine, voilà, sans grands enjeux non plus, mais Metz, eux, doivent jouer leur maintien aussi parce que maintenant ils sont barragistes. Donc il y aura de l'enjeu pour Metz et en espérant que Paris fasse le job la semaine prochaine. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. C'est un très très bon résumé, Hugo, c'est tout à fait. Très très bien. Je ne sais pas si les autres pourront faire mieux, mais je vais quand même donner la parole à Nicolas Puravo. Nico, sur ce match, est-ce que tu as pris un peu de plaisir? Alors je sais que tu étais entre le match du PSG, un peu le multiplex, comme un peu tout le monde, je pense. Mais voilà, globalement, voilà, tu as vu des belles choses samedi soir, Nico? Ouais, non, mais c'était sympa. Après, on voit les mêmes choses dans des tournois d'avant-saison, les matchs amicaux. Voilà, c'était un match amical entre deux équipes déjà en vacances qui ne jouent plus rien. Et effectivement, sur la différence individuelle, les vacanciers du PSG sont plus forts que les vacanciers de Montpellier. Donc voilà, à l'arrivée, c'était 4-0. Mais il n'y a pas grand-chose à retenir d'un match comme ça, quoi. La seule chose, et Hugo l'a dit, on notera que Di Maria est encore joueur de foot. Ça fait plaisir parce qu'on ne se rappelait plus trop de lui. Et puis, il suffit qu'il fasse un bon match pour tout de suite derrière essayer de regratter son année de contrat avec ses posts Instagram où il continue à essayer de gratter sa prolongation d'1 an. J'espère juste que ça va pas arriver, mais on est capable de tout dans ce club, donc on verra. Mais bon, voilà, écoute, sur le match en lui-même, effectivement, il y a pas grand-chose à dire. Et en plus, Hugo a tout dit, donc voilà, pas mieux. Ah, Nico, il est terrible, hein. Il a pas de cœur avec Di Maria. C'est pas de pas avoir du cœur, Mousse, mais voilà, Di Maria, voilà, on a vu sa saison, j'aimerais pas que les 2 derniers matchs de la saison où il va marquer peut-être un autre but et une autre passe contre Metz nous fassent oublier les 10 mois précédents. Donc voilà, merci Di Maria, on va lui faire une belle fête samedi au parc pour le remercier. Et puis on va se quitter bons amis, j'espère. Oui, et puis on rappelle qu'Angel Di Maria détient toujours le record au club pour le nombre de passes décisives. Hein. Son passage au PSG est quand même véritablement un succès. Après, c'est vrai que voilà, ces 2 dernières saisons, même peut-être celles de l'année dernière, c'était pas extraordinaire, mais ça reste quand même un joueur qui a marqué l'histoire du PSG, Angel Di Maria. Et c'est vrai que oui, je pense que c'est terminé pour lui. Je vois pas de prolongation même d'une saison supplémentaire, ce que lui souhaite. Hein. Et puis il faudra aussi reparler du retour de Pablo Sarabia, qui lui a fait une excellente saison du côté du Sporting et qui devrait normalement revenir au PSG. À voir s'il y restera ou pas. Yacine, pareil. Alors, même question pour toi, Yacine, sur le match. Alors sur ton papier d'après-match, tu as noté quand même 2 petites choses. C'est évidemment l'entrée en jeu de Xavi Simons et d'Edouard Michu, un peu plus de 20 minutes, et aussi le match de Sergio Ramos que tu as trouvé plutôt bon et que tu trouves de mieux en mieux. Ouais, t'as bégayé sur 20 minutes parce qu'on n'était pas prêts. Tu t'es dit, est-ce que c'est le bon chiffre ou pas parce que... C'est pas 2 minutes plutôt? Ouais, bon, rapidement, je rejoins tout le monde sur le constat du match, évidemment, des équipes en vacances, mais je vais commencer par Sergio Ramos. Il y a quelque chose quand même de différent quand il est là, et j'en parlais pour ceux qui suivaient un peu la Minute Coach, on en a aussi parlé dans le podcast. J'explique souvent que quand il y a une passe qui est faite, il y a un message derrière, en fait. Déjà, on est sur le PSG qui a réussi le plus de passes longues dans un match de Ligue 1. Alors évidemment, ils n'ont pas été pressés de fou, mais malgré tout, ils ont réussi plus de 50 passes longues. Comme par hasard, c'est un soir où il y a Ramos. Et je pense que dans les matchs où il y a le plus de passes longues réussies, Ramos, il n'a pas beaucoup joué, mais je pense que dans le top 5, il doit y être au moins sur 3 matchs. Donc déjà, ça veut dire quelque chose. La deuxième chose, c'est donc ce fameux message. Quand tu fais une passe à un joueur à 2 mètres, pas appuyé, et dans les pieds, bon, tu lui envoies le message de on va garder le ballon et on ne met pas de rythme. Quand tu envoies une passe appuyée légèrement dans la course, en gros, tu n'as pas le choix, mets-toi en mouvement parce que le ballon il est 1 mètre devant et que tu vas falloir y aller, que le ballon est appuyé, donc que tu ne vas pas l'attendre pendant 8 secondes, bah oui, le message c'est mets du rythme, joue. Et Ramos, on l'a constaté à chaque fois qu'il a été là, bah ouais, ces passes, c'est quand même quelque chose c'est du très très haut niveau. Voilà, il n'y a pas de. Que ce soit Montpellier, un match amical. Alors, évidemment, peut-être que le fait qu'il ait joué qu'une dizaine de matchs, ça lui donne encore plus envie de jouer à lui, c'est certain. Mais malgré tout, quand on connaît la carrière de Ramos, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel qu'il fait. Donc, il y a ce truc-là et il donne du rythme à l'équipe. Et dans son positionnement, même si effectivement, il faudrait le voir dans des très gros matchs de très haut niveau parce que
dans les quelques matchs qu'il a fait, il y a eu 1 ou 2 fois où il a été un peu pris de vitesse, où il a été obligé de faire des fautes, bon, comme il sait faire, mais quelques fautes pour couper un peu les actions parce qu'il est un peu pris de vitesse. Alors, est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est le manque de rythme? Ça, on le verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans son comportement, il pousse la défense, il a fait avancer. Du coup, il fait avancer les milieux. Et comme par hasard, même si Montpellier était en vacances, le PSG a aussi récupéré beaucoup de ballons très haut. Voilà. Et à Saint-Etienne, ça avait été pareil. Et les quelques matchs qu'il avait fait, ça avait été la même chose. Donc, c'est pas un hasard non plus. Voilà. Je pense que, oui, on peut regretter qu'il n'ait pas pu jouer autant. Enfin, qu'il n'ait pas pu jouer de la saison, même, parce que 10 matchs, c'est pas beaucoup. Est-ce que maintenant il est revenu, il est prêt, et ses mollets, son cartilage vont le laisser tranquille la saison prochaine? Parce qu'honnêtement, faut dire la vérité, c'est le meilleur joueur de façon complète en défense au PSG. Voilà. Sur les jeunes, bah, en fait. Attends, Yacine, je ne sais pas si, avant que tu enchaînes sur les jeunes, si Hugo et Nico, vous vouliez réagir ou si vous étiez même d'accord avec ce que dit Yacine sur Sergio Ramos. Nico, peut-être? Sur le fait que c'est le meilleur joueur de la ligne défensive du PSG, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, le débat enfin, c'est même pas un débat, il va falloir que le staff médical du PSG soit au moins une fois dans son existence efficace et intelligent, et qu'on cerne une bonne fois pour toutes ses capacités physiques. Repartir une saison avec un Sergio Ramos qui va faire 5 ou 6 matchs dans la saison, ça n'est pas possible. Donc si effectivement il est apte à jouer, à prendre le leadership de cette défense, le PSG sera vraiment gagnant, et je pense on peut franchir un cap sur ce côté précis. Si on est reparti pour une saison où il est capable de faire 2 matchs et ensuite disparaître pendant 3 ou 4 mois, ça n'a aucun intérêt, et dans ce cas-là, il faut arrêter tout de suite. Donc ça, malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux. Je rappelle que la visite médicale de Sergio Ramos était extrêmement bien passée, que tout le monde était complètement bluffé par ses aptitudes physiques. Résultat, on a vu qu'il n'a pas joué de manière régulière avant le mois d'avril, donc il faudra se poser les bonnes questions, et il faudra juste espérer que la cellule médicale fasse le job, quoi. Attends, juste un mot sur les tests physiques, justement. Je rappelle que les tests physiques, c'est plus en termes d'analyse de sang, de cardio, de capacité pulmonaire. C'est pas là qu'il a des problèmes. Donc, effectivement, si à ce moment-là, son mollet ou son cartilage le laisse tranquille, évidemment que la visite médicale, elle a dû très bien se passer. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des blessures musculaires qui deviennent régulières à ces endroits-là, le mollet, à cause du cartilage du genou. Bref, il y a tout un truc de compensation, etc. Mais c'est pour ça que je pense quand même que la visite médicale, elle devait être excellente. Mais ça ne présage en rien de ce que ces mollets vont tenir sur la saison. C'est ça le problème. Oui, bien sûr. Hugo, pareil, sur Sergio Ramos, ça va être important aussi la préparation à la reprise cet été. S'il n'y a pas de pépin physique d'ici là, ça peut être un bel atout pour le futur entraîneur et la prochaine saison du Paris Saint-Germain, Hugo. Bah là, oui, on pourra vraiment juger après une bonne préparation estivale, surtout que là, il revient bien sur la fin de saison, il commence à enchaîner. Puis on le voit même offensivement, il n'a rien perdu de son jeu de tête et de sa présence, même sur corner, parce que Yacine parlait à juste titre de son jeu long et de son jeu défensif. Et même offensivement, on voit qu'il a toujours autant la rage, et que, alors le but récemment contre Angers, c'était de la tête, mais le premier, rappelez-moi contre qui c'était au Parc, où il se reprend en 2 temps, il la prend de la tête, puis ensuite, le gardien la relâche, et il est encore là pour pousser le ballon au fond des filets. Donc on voit que sur ça, il n'a rien perdu malgré ses 36 printemps. Donc j'attends de voir avec une bonne préparation physique complète pendant l'été, s'il peut enchaîner. Mais évidemment que je prends Ramos tous les jours en défense, surtout que certains joueurs défensifs n'ont pas été les plus rassurants cette année. Et donc on ne peut pas cracher sur un Sergio Ramos j'espère, 90-95% de ses moyens, parce qu'on sait très bien qu'un joueur de foot joue toujours avec des douleurs au match, pendant les matchs. Oui, puis je ne sais pas si tu pensais si tu parlais de Kimpembe. C'est vrai que cette saison, ça n'a pas été une très très grande saison de sa part, et on verra cet été si Kimpembe reste toujours au PSG, ou peut-être qu'il aura peut-être lui aussi envie d'aller voir ailleurs, et ça pourra peut-être permettre d'installer aussi Ramos définitivement. Yacine, un mot rapide sur l'entrée des jeunes, parce que comme tu l'as dit dans le papier, c'est pas ce genre de match où on va pouvoir tirer des enseignements de l'entrée de Michu et de Samuel, puisque je rappelle qu'ils rentrent quand le score est déjà acquis, 4-0, donc évidemment c'est pas sur ce type de rentrée qu'on va pouvoir tirer des conclusions, Yacine. Ouais, au même titre que quand ils étaient rentrés face à Lyon et qu'ils avaient été très bons et qu'ils avaient apporté quelque chose, d'ailleurs, qui avait permis au PSG de faire match nul. On va pas être dans l'excès inverse.
et de dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été transcendants et que on voit qu'ils n'ont pas le niveau, pas du tout. Il y a plein de choses à prendre en compte. Le contexte, évidemment, du match, avec des joueurs qui sont en vacances. Et en plus, quand ils rentrent, comme tu le dis, il y a déjà 4-0, il y a le 5e but qui vient d'être refusé. Et on sent le PSG qui est en train de redescendre en rythme. D'ailleurs, c'est la période où Montpellier a un peu plus le ballon. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, il faut imaginer ces matchs-là pour eux comme le cursus classique de la progression. Voilà. Eux, ils ne sont pas dans l'idée de se dire bon, le coach, il nous fait rentrer 23 minutes dans un match, 37e journée, il y a 4-0. Non, eux, ils ne sont pas là. Et d'ailleurs, sur le premier ballon, j'en parle dans le papier, quand Simons tacle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il est là pour être à fond. Et peut-être même trop, parce que ce tacle, il n'est pas nécessaire, mais il se dit, il faut que j'y aille, il faut que je récupère le ballon, il faut que je montre que je suis là. Donc voilà. Le truc, c'est que ça fait partie de leur apprentissage. Voilà, 25 minutes là. C'est pour ça qu'on regrette encore une fois que Pochettino ne l'ait pas fait avant. C'est pas pour dire, on a des cracks, ils méritent. C'est pour dire, est-ce que aujourd'hui certains joueurs méritent plus que les jeunes sur leur saison? Non. Par exemple, Herrera, qui a été absent depuis plusieurs mois. Et est-ce que les jeunes, on a envie de les voir? Pourquoi? Parce que ces 25 minutes-là, c'est important pour eux, pour la gestion des émotions, pour leur apprentissage, pour le rythme. Parce que jouer en U19, c'est une chose, même si tu es très bon. Le rythme d'un match de Ligue 1, même si c'est la Ligue 1 française critiquée, tout ça, ça reste un autre niveau. Donc, ça fait partie de ton apprentissage. Si tu multiplies 5, 6, 7 matchs à 20-25 minutes, effectivement, c'est quand même pas pareil qu'un match en fin de saison à 25 minutes. Donc là, ça fait partie de leur apprentissage. Moi, je ne les juge même pas sur le match. Dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Voilà, ils étaient là, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais c'est ce qu'on attend, en fait, de la gestion du coach à un moment donné où le championnat est validé, le titre est acquis. Bon, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose de remettre un Danilo, de faire rentrer des joueurs comme ça? D'ailleurs, Pochettino a poussé un petit peu le bouchon un petit peu plus loin, puisqu'il a même offert 3 minutes à Gassama. Voilà, qui sera donc champion de France, et qui est donc plus titré que Dimitri Payet. Ça, c'était pour la gratuité du geste. Et donc voilà, c'est ce qu'on attend en fait en fin de saison, que tu offres du temps de jeu. Je répète, comme ça s'est passé pour des Ansu Fati, comme ça s'est passé pour Moussiala. Voilà, c'est pas important dans le contexte, mais pour eux, c'est très important de prendre ces minutes-là. Est-ce que vous voulez dire un mot sur les jeunes, Nico, Hugo? Vas-y, Nico, à toi l'honneur. C'est gentil, Hugo. Non, mais écoute, comme le dit Yacine, c'est bien qu'on leur donne 25 minutes sur un match comme ça. C'est effectivement dommage que ça n'arrive qu'à la 37e journée. Il aurait fallu faire ça depuis beaucoup plus longtemps. Parce qu'on ne m'enlèvera pas l'idée que le PSG a eu de nombreuses fois l'occasion de faire jouer ces petits jeunes. Voilà, ça donne un petit peu le sentiment d'une saison gâchée pour eux, parce qu'à l'arrivée, ça n'a pas été fait comme il fallait avec eux. Même si on l'a déjà dit ici, je pense que la structure du groupe rendait les choses vraiment très difficiles. Avec près de 25 internationaux, c'est compliqué de donner du temps de jeu à des jeunes, et ça, je peux le comprendre. Mais quand on voit effectivement la saison de certains, ça fait un petit peu bizarre de voir que certains ont plus de temps de jeu que les jeunes sur ce genre de prestations. Après, sur le match en lui-même, écoute, c'est comme le dit aussi Yacine, c'est bien. Il y a de l'envie, il y a de la qualité, c'est intéressant. Mais voilà, il faudrait maintenant que pour qu'on puisse vraiment juger de leur niveau, que ce genre de choses se répètent pendant 3, 4, 5, 6 mois. Voilà. Et au bout de 6 mois, on pourra effectivement se permettre de dire qu'un Michu n'a pas le niveau du PSG, ou qu'un Simons, celui-là. Voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on a réclamé, et non pas du tout la titularisation de tous les titis, quoi. Après, voilà, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Hein. Là, comme je vous l'ai dit, on est en vacances, et ces derniers matchs, c'est vraiment histoire de faire le job. Mais il faudra voir si on est capable l'an prochain de mieux gérer ces dossiers-là. Et il faudra déjà voir avec qui, parce qu'on l'a vu, Michu, lui, a envie de se barrer maintenant, parce que ça a été une année frustrante avec des promesses non tenues. Donc voilà, mais c'est un petit peu l'histoire qui se répète avec le PSG et ses jeunes de toute façon. Hein. C'est pas nouveau ce qu'on voit là, donc voilà. Et puis moi, je vais pas tacler, contrairement à Yacine, Dimitri Payet, parce que je trouve ça très bas. Par contre, je vais juste rappeler que Kalimendo aussi est champion de France, et que Kalimendo et Gassama ont presque tous les deux joué plus que Kurzawa cette saison. Donc voilà, chacun son tacle. D'ailleurs, Kurzawa, je ne sais même pas s'il a joué quelques minutes cette saison. Non.
que le trophée des champions. Ouais, donc il n'est Il sera pas pas champion, champion il de n'est pas en France. Ligue 1. Il n'est pas champion de France. Il n'aura pas sa prime de champion alors. Bah, pour l'instant, non. D'accord. Hugo, tu voulais un petit mot sur les jeunes? Ouais, pour aller dans le prolongement de Nico, parce qu'il y avait un débat sur Twitter récemment où j'avais mis un tweet sur le fait, quand les infos sont sorties, comme quoi Édouard Michu avait confirmé, son entourage avait confirmé auprès de France Bleu qu'il voulait quitter le club, et qu'il y avait Séville qui était intéressé d'ailleurs pour le recruter, parce que le projet qu'on lui a vendu, c'est pas du tout le projet qui a été le cas cette saison, à savoir faire entrer les jeunes dans la rotation. Et donc pour aller dans le prolongement de Nico, c'est en fait les gens qui sont contre le fait de faire jouer ces jeunes-là, ils prennent le problème à l'envers. Ils disent, si c'était des cracks, ils joueraient déjà titulaires. Or, les Ansu Fati, les Phil Foden, les Alphonso Davies, on les fait jouer d'abord pour les faire intégrer dans le projet collectif. On leur donne du temps de jeu pour voir qu'ils ont ces capacités-là. Eux, en fait, s'ils direct, quand ils démarrent, ils font pas 3 passes décisives et 2 buts, on dit, bah, ils ont pas le niveau du PSG, vous les prenez encore pour des cracks comme plein d'autres qui sont passés, etc. Et vous les survendez. Mais non, en fait, ces jeunes-là, ils ont besoin de jouer. On ne dit pas que c'est des cracks et qu'ils vont exploser tout et qu'ils doivent jouer 38 journées titulaires. On leur dit qu'il faut les faire rentrer dans la rotation plus souvent pour s'adapter aux exigences du club, pour s'adapter aussi dans les automatismes avec les autres joueurs et qui progressent. Et après, ça deviendra des joueurs plus matures et plus mûrs. Et c'est ce que je reproche, moi, à Pochettino qui a dit qu'il les ferait jouer en fin de saison. Et après, il a dit qu'il fallait respecter l'adversaire. Il faut respecter l'adversaire, mais il ne les fait pas jouer contre 3. Enfin, voilà, Après, il a dit qu'il fallait aussi préparer des joueurs pour les matchs internationaux. Voilà, après, il a dit qu'il fallait préparer les internationaux. C'est bien parce que d'ailleurs, il prépare bien Wijnaldum, qui n'est même pas qualifié pour la Ligue des Nations, qui n'est même pas pris pour la Ligue des Nations. Hein. Il y a un an, qui était le capitaine. Alors, je fais un petit tacle sur Wijnaldum, mais c'est pas non plus méchant parce que j'aurais voulu qu'il réussisse cette saison. Et j'espère qu'il restera au PSG cette saison et que ça marchera pour lui parce que n'oublions pas le joueur quand même qu'il était à Liverpool. Je sais très bien qu'il n'a pas été dans le même dispositif cette saison, qu'on l'a beaucoup baladé et que Pochettino avait peu d'égards avec lui sur son emploi, sur son utilisation et son temps de jeu. Donc moi j'espère que le prochain coach du Paris Saint-Germain, donc j'espère que ce sera Pochettino la saison prochaine, donnera une place plus importante aux jeunes. Mais c'est pas un très bon signal envoyé cette saison, notamment avec Xavi Simons qui est en pleine négociation pour prolonger son contrat et qui a joué 6 bouts de match en Ligue 1 cette saison. Donc je comprendrais que ces joueurs-là veuillent partir vu le peu d'intérêt donné par la direction sportive du PSG aux jeunes joueurs. D'ailleurs, en parlant des jeunes, un mot sur, je sais que vous avez dû voir passer l'info sur Kais Ruiz, qui avait quitté le PSG cet été, dont on avait dit, on avait fait un papier avec Yacine, on avait parlé de son comportement déjà au camp des loges et des choses inadmissibles. Et ben, rebelote à Barcelone pour son comportement, on a résilié son contrat, il a quitté le club, donc voilà, Kais Ruiz, sa splendeur. Qu'est-ce qu'on avait pris quand on avait fait le papier? On nous disait qu'on lui en voulait, qu'on était jaloux, que tout de suite on tapait, mais voilà, encore une fois, c'est pas encore une fois on a raison, il y a des infos qui sortent, réelles, vérifiées, donc c'est pas juste l'envie de tacler un joueur qui soi-disant est mis sur un piédestal très tôt, c'est juste qu'il y a des comportements qui se sont passés, on les a relatés, on avait dit que c'était un problème. À l'arrivée, il retourne à Barcelone et au bout d'un an, il est pas gardé à Barcelone. Donc voilà, faut à un moment donné être juste lucide sur ce qui se passe et sur les infos qu'on a. Je termine juste un mot sur les jeunes, l'histoire de départ. Parce que là aussi, je trouve qu'il y a aujourd'hui, dans les suiveurs du football, il y a un discours qui est un peu trop, qui est pas nuancé. Ça veut dire que les jeunes respectent pas, ils veulent tout de suite partir, ils sont trop gourmands. Alors, il faut savoir 2 choses. La première, c'est qu'entre 17 et 20, 21 ans, je l'ai expliqué et dans mon livre et dans plusieurs papiers qu'on a fait pour Paris United, c'est la période la plus importante de la post-formation. Et il n'y a que les matchs qui te permettent de progresser. Je répète, parce qu'il y a quelqu'un en plus qui me l'a fait remarquer sur Twitter en me disant Simons, il a dit qu'il avait appris cette saison aux entraînements. Évidemment, et je l'ai répété. Déjà, il ne va pas dire j'ai rien appris, je me suis fait chier, oui, pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que je répète ce que je dis. Oui, bien sûr qu'ils apprennent à l'entraînement. Mais pendant une période, elle est courte ou moyenne, c'est-à-dire entre 2, 3, 4 mois, en sachant que le PSG joue tous les 3 jours et donc que les séances, déjà, il n'y a pas vraiment de séances au cours de la saison, à part la pré-saison, après c'est fini. Donc, bien sûr qu'ils apprennent en côtoyant des Ramos, des Neymar, des Messi, des Mbappé, etc. Pas de problème. Mais sur la durée, il n'y a rien qui remplace les matchs. Donc, ces gamins, ils ont besoin de jouer. Si tu ne joues pas, tu ne progresses pas. Ensuite, la question de respect, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'évidemment que le gamin qui a fait 27 matchs
et qui veut se barrer et qui veut 12 millions d'euros de salaire par mois, oui, il manque de respect. Mais le gamin qui est à 30 000 ou 40, qui ne joue pas et qui pense aussi à sa carrière parce qu'il commence à avoir 19 ans. Je rappelle que les Simons et Michu, ça fait 2 ans qu'ils font la Youth League et ils étaient déjà surclassés. Donc à un moment donné, tu stagnes. Et qu'ils aient envie de partir, c'est pas du tout un manque de respect, c'est juste qu'eux aussi ont le droit de penser à leur carrière, comme tout le monde, et que le PSG ne fait pas tout pour les retenir. Donc il faut arrêter de tout le temps mettre la faute sur le joueur en disant ouais, il a été formé au club, il n'est pas reconnaissant. C'est pas que ça. Et de l'autre côté, tu peux aussi taper sur le club en disant le club n'est pas reconnaissant de l'investissement de ces gamins, parce que quand le club va chercher des jeunes, il faut arrêter de croire qu'il fait une œuvre sociale. Hein. Il le prend parce qu'il a un talent, parce qu'il sait qu'il va lui rapporter de l'argent, etc. Hein. C'est pas une œuvre sociale que tu fais. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu. Yacine, il faut aussi dire que quand ça se passe, ou quand ils ont l'impression de s'être trompés, ou quand ils considèrent que le jeune n'aura pas le niveau, ils l'évacuent sans pitié, pareil. Donc Exactement, parce que là, on parle des contrats pro, mais il y en a plein chaque saison sur une génération d'une quinzaine de joueurs. Tu en as une douzaine qui dégagent à la fin de l'année, ils sont à la rue, on n'en a rien à foutre d'eux. Donc voilà, il faut un peu nuancer tous ces propos, pas être dans l'excès, que ce soit dans un sens et dans l'autre. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la rencontre Montpellier-Paris Saint-Germain. Donc, je le rappelle, victoire 4-0 avec un doublé de Messi, un but de Di Maria et un autre de Kylian Mbappé. Et après ce match, une polémique a commencé à enfler sur les réseaux sociaux. Attends, je vais y aller, je reviens dans 10 minutes. Non, tu vas rester là, Hugo. Et tu vas nous donner ton avis. Alors, évidemment, je parle de la polémique Idrissa Gueye. Donc, je rappelle que ce week-end avait lieu la LFP, comme la saison dernière d'ailleurs, pour la journée de lutte contre l'homophobie. Les maillots étaient floqués, les numéros des maillots, derrière étaient floqués avec le drapeau arc-en-ciel qui représente le mouvement LGBT+. Et alors, tout d'abord, la première info qui était sortie, le premier papier, je crois que c'était le Parisien qui parlait au conditionnel, qui n'était pas sûr. En gros, il disait que Idrissa Gueye était dans le groupe, n'était pas blessé, ce qu'avait confirmé d'ailleurs après Pochettino. Mais voilà, qu'il n'avait aucune raison de sortir de la feuille de match, parce qu'il n'était pas blessé. Mais malgré tout, il est sorti de la feuille de match. Et donc, on s'est rappelé aussi de la saison dernière, lors de la même journée avec le maillot floqué arc-en-ciel, Idrissa Gueye n'avait pas joué non plus, et le club avait communiqué en disant qu'il s'agissait d'une gastro-entérite. Ça, c'était pour revenir sur le contexte. Et quelques heures après, RMC Sport sort l'info et confirme en fait que Idrissa Gueye a bien refusé de jouer parce qu'il ne voulait pas porter le maillot avec son numéro couleur de l'arc-en-ciel. Donc c'est une polémique qui fait rage depuis samedi soir après le match. Donc ça fait 48 heures qu'on ne parle que de ça. Certains politiques, et ça on s'en doutait un peu, ont déjà récupéré cette affaire, dont Valérie Pécresse. Notamment ceux qui ont fait des énormes scores au présidentiel. Valérie Pécresse, qui elle-même était contre le mariage pour tous et qui vient donner des leçons aujourd'hui, parce que en fait, il n'y a aucun message politique, c'est juste de la récupération, comme d'habitude, histoire de dire qu'on existe. Alors, c'est un sujet qui est très sensible, qui a beaucoup fait parler sur Twitter, mais sur tous les réseaux sociaux, mais sur Twitter notamment. Beaucoup de gens se sont indignés, d'autres comprennent la position d'Idrissa Gana Gueye pour ses croyances religieuses. On va essayer de faire un débat là-dessus. Première question, vous messieurs, je vais venir vers toi d'abord, Nicolas, parce que tu as immédiatement tweeté lorsque l'info est sortie. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires sous ton tweet. C'est vraiment un sujet qui fait débat. Toi, ce que tu as tweeté, en fait, c'est que si c'était avéré, parce qu'en fait, on n'en sait rien, parce que RMC dit qu'il a contacté le joueur et l'entourage, mais ceux-ci n'ont pas voulu répondre. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu leur information, peut-être certains joueurs de l'équipe, je ne sais pas. En tout cas, toi, ça t'a scandalisé. Si effectivement Ghana avait refusé de jouer pour cette cause, toi, t'es pas du tout pour, et tu l'as exprimé sur Twitter, pour toi, c'est scandaleux, Nico. Déjà, il y a deux choses en fait sur ce. Effectivement, moi j'ai tweeté en disant que soit il avait été effectivement absent de ce match parce qu'il refusait de porter ce maillot et je trouve ça effectivement honteux. Soit c'est une autre raison, parce qu'on a évoqué de la fatigue parce qu'il a fait un gala de charité jeudi soir, je crois. Oui, et si c'est ça, en rigolant, je disais c'est honteux aussi quoi.
Un joueur de foot professionnel qui joue pas le samedi parce qu'il est fatigué d'avoir fait un gala le jeudi, il est payé quand même, je vous rappelle. Je crois que c'est 500 000 € par mois, l'ami Gay. Donc, à 500 000 €, moi, franchement, je suis pas fatigué 2 jours après un gala, mais bon, c'est comme ça. Donc, Après, effectivement, Paredes a été aussi fatigué cette saison après. Gastro, lui. C'était la gastro. Mais lui, c'était la tequila, on sait pourquoi. Ouais. L'anniversaire de Messi. Messi aussi. Non, le ballon d'or. Le ballon d'or, ouais. Le Ballon d'Or. Messi aussi, il n'était pas venu à l'entraînement 2 jours le lendemain parce que soi-disant il avait une gastroentérite aussi. La gastro du ballon d'or est très connue. Ouais. Donc voilà, effectivement, j'ai mis des conditionnels sur ce fameux tweet qui était à l'arrivée plus destiné à rigoler, à me moquer de la situation qu'autre chose. Et effectivement, c'est vite devenu un centre névralgique de rassemblement de tous les homophobes de France connectés à Twitter. Et c'est vrai que la journée a été marquée par une pluie d'insultes et de prises de position assez exceptionnelles. Donc j'ai mis un terme à ça hier en fin d'après-midi parce que je commençais à me fatiguer. Donc maintenant, pour revenir au sujet en lui-même, effectivement, alors, encore une fois, avec du conditionnel, parce qu'effectivement, il n'y a pas de confirmation, mais on ne va pas non plus jouer les grands naïfs. L'an dernier déjà, il avait justement une gastro le jour de cette manifestation, l'ami Gay. Un an après, c'est un coup de fatigue, donc j'imagine que l'an prochain, s'il est là, il aura mal aux cheveux ou il aura perdu un ongle. Donc voilà, on ne va pas jouer les naïfs. Évidemment que c'est très très probablement dû à ça. Et effectivement, moi je trouve ça scandaleux parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sereinement aux gens. C'est pas un mouvement qui est là pour promouvoir l'homosexualité. C'est un mouvement qui est juste là pour condamner une discrimination. Alors c'est une discrimination sur effectivement cette fois-ci qui part sur des pratiques sexuelles. Il y a des discriminations de croyances religieuses, il y a des discriminations de couleur de peau, il y a des discriminations voilà, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les discriminations qui existent. Ça, c'en est une autre. Et donc ce mouvement, c'est donc pour mettre en avant cette discrimination par rapport à par rapport à des coutumes sexuelles. Et donc à partir du moment où on refuse de s'associer à ça, moi je ne comprends pas, quelle que soit effectivement sa religion. Alors je le dis d'autant plus facilement que moi, je ne crois absolument pas en Dieu, donc tout ça, ça me passe mais très très loin au-dessus. Mais c'est comme si moi demain dans mon entreprise, on m'explique que on fait une journée en soutien pour les catholiques parce qu'ils sont persécutés et qu'on les empêche donc de pratiquer leur religion. On fait donc une journée contre cette discrimination religieuse et que je vais dire ah mais moi je crois pas en Dieu donc je veux pas être associé à cette manifestation. Je ne comprends pas ce point de vue-là et même au-delà de ne pas le comprendre, je suis même plutôt choqué par effectivement cette prise de position de Gay. Ça n'engage que moi. Surtout pour aller dans le prolongement de Nico. Justement, j'allais te donner la parole, Hugo, et je voulais juste rappeler avant de te lancer, il y a eu une déclaration hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, du président de la fédération sportive LGBT+, qui réclame auprès de la direction du Paris Saint-Germain des sanctions envers Idrissa Gueye, des sanctions financières. Je crois qu'aussi qu'il a demandé à la Ligue de se pencher sur le cas. Et il souhaiterait aussi que Idrissa Gueye clarifie sa position et pourquoi pas vienne débattre avec lui ou son association. Voilà, c'était juste pour donner cette info. Et vas-y, Hugo, hein, tu peux nous donner ton avis. Toi aussi, hein, t'as été un peu choqué de tout ce que tu as pu lire sur Twitter, beaucoup de messages que tu n'as finalement pas compris, Hugo. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec Nico. Et en plus, pour aller dans son prolongement, s'il est vrai, enfin, il était même pas sur la feuille de match et Pochettino a dit qu'il n'était pas blessé. Si tu es un peu malin et que tu veux pas t'associer à ce mouvement, ce que je conteste évidemment et je trouve ça honteux, tu dis à ton coach de te mettre sur le banc et de pas te faire rentrer. Tu vois, là, il est carrément pas là, il est carrément absent du match, même pas sur la feuille de match, même pas dans les tribunes, etc. Donc, je trouve déjà que par rapport à ça, le geste grossit un peu, la forme en tout cas grossit un peu son geste. Et pour aller aussi dans le prolongement de ce que disait Nico, c'est comme si un joueur, par rapport à ceux qui disent il a le droit, Gay a le droit par rapport à ses convictions religieuses, c'est comme si un joueur, pour une autre discrimination, par exemple les brassards Say No to racisme que les joueurs portent en Ligue des Champions, que tu disais non, je veux pas le porter parce que je supporte pas les Noirs ou les Arabes, etc., ou toute forme de racisme autre. Donc pour moi, toutes les discriminations sont à condamner. L'homophobie, c'est un délit en France. Et encore une fois, comme le dit Nico, c'est pas une cause pour plébisciter, en gros, pour dire vous portez le maillot, vous êtes homosexuel. C'est juste défendre les joueurs justement qui ont encore peur dans certaines, surtout pour parler des footeux, parce que ça concerne aussi les footballeurs. C'est très tabou voilà. Dans le sport en général et dans le foot en particulier. Tu vois, dans le sport, bien sûr, en général, mais aussi surtout dans le foot où il y a des joueurs qui n'osent pas faire leur coming out de peur
de choquer leurs coéquipiers, de ne pas être acceptés ou d'être rejetés même par l'effectif. Donc c'est une cause, en plus c'est une fois par an, on ne te demande pas de porter le maillot 38 journées et de tenir la main à un mec quand tu rentres sur la pelouse. Enfin, tu vois, on te demande une fois pour, justement, c'est une cause, c'est pour aider les joueurs justement à être acceptés au sein de ce sport, aussi au sein de la société. Et je ne comprends pas qu'on puisse refuser de faire un geste comme cela, parce qu'il ne faut pas être naïf, s'il n'est pas là, c'est qui ne voulait pas le faire. L'année dernière, c'était déjà pareil. Il n'y a pas de raison valable. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué d'un gala d'il y a 2 jours, c'est parce qu'il refuse de faire ça. Donc pour moi, le PSG devrait le sanctionner financièrement. Je ne dis pas de le faire partir, je n'ai pas ce pouvoir-là et je ne sais pas ce que le PSG en pense, mais comme PSG, on a du mal souvent à répondre à ce genre de choses. Je ne sais pas si on entendra une réponse officielle du club, et moi je trouve ça honteux que Idrissa Gueye n'ait pas voulu soutenir, en tout cas pas soutenir, mais voilà, plébisciter pour cette cause, en portant un maillot avec juste les couleurs LGBT dans le dos, et on ne te demande pas de faire plus que ça. Et justement, le fait de ne pas participer à ce match, je trouve que c'est encore plus grave que de le dire. Au moins, s'il avait dit je ne participe pas, déjà ça aurait été aussi honteux, mais s'il avait dit je ne participe pas à ce match parce que je ne me reconnais pas dans les causes, j'en sais rien, au moins qu'il assume. Là, par un travers de gala, je ne veux pas venir parce que je suis fatigué, etc., il n'assume pas. Et il n'y a pas de réaction de ses proches, ou en tout cas de son agent. Donc, je trouve que le doute est fait encore plus tâche dans ce geste-là, d'Idrissa Gueye. Voilà. Ça marche, Hugo. Yacine, même question. Est-ce qu'un joueur peut faire passer ses convictions religieuses? Si c'est le cas, encore une fois, on parle, mais c'est du conditionnel parce qu'on n'a pas la version d'Idrissa Gueye ni de son entourage. Pour ma part, je pense qu'il ne va pas s'exprimer. Je ne pense pas qu'il prendra la parole pour parler sur ce sujet-là. Je peux peut-être me tromper, mais à l'heure où je vous parle, il semblerait qu'on se dirige pas du tout vers ça. Mais Yacine, est-ce que quelqu'un peut exprimer ses convictions religieuses, refuser de porter un maillot avec le logo LGBT, ou un joueur est professionnel, il a des droits et des devoirs et il a un contrat, il doit accepter tout ça, c'est-à-dire comme l'ont dit Hugo et Nico, c'est-à-dire quand il y a les combats contre le racisme, quand il y a le combat contre l'homophobie. Après, tout ça, ça reste aussi des sujets de société. On sait que c'est des débats qui sont très, très difficiles à mener. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yacine? Il y a beaucoup de choses parce que, encore une fois, le problème, c'est la nuance. La première chose, c'est est-ce que par conviction religieuse. Alors, je suis désolé, c'est ce qui est dit dans les ouais. Il y a un paquet de musulmans en France, dans le championnat de France, et apparemment, ils ont tous joué. Bon, alors, en tout cas, ça veut dire un paquet, et en tout cas, eux n'ont rien dit, on jouait avec le maillot, ça c'est vrai. Voilà. Donc, en gros, ce que tu veux dire aussi, c'est qu'Idrissa Gueye ne représente pas forcément tous les joueurs musulmans du championnat de France, et tu as raison. Voilà, et c'est pour ça que je voulais revenir là, c'est une conviction personnelle. Est-ce que tu dois être associé, ou est-ce que tu dois accepter tous les combats qu'une société, parce que c'est la Ligue en fait qui s'associe à ça à la base, c'est pas le PSG qui a fait une action, c'est la Ligue. Est-ce que tu dois accepter tous les combats de la Ligue? Ça, c'est un choix personnel. Après, évidemment, là, je parle de l'humain, je ne parle pas de l'histoire du match, etc. Évidemment que refuser de jouer un match, tu peux imaginer quand même que c'est une faute professionnelle, c'est ton travail. Mais voilà, il y a une action qui est faite. Est-ce que c'est un drame absolu de ne pas t'associer? Est-ce que le fait de ne pas t'associer à ça, parce que c'est ce qu'on lit aussi en ce moment, ça fait de lui un homophobe? Enfin, à un moment donné, quand même, calmons-nous. Voilà. Homophobe, je rappelle, c'est de ne pas aimer les gays. Est-ce qu'il aime pas les gays ou est-ce qu'il n'a pas envie de représenter cette cause? Est-ce qu'on a le droit aussi de se dire, moi, il y a d'autres combats peut-être qui l'intéressent plus, et il se dit, pourquoi ce combat-là? Moi, je veux bien qu'on fasse des journées, mais à ce moment-là, faisons des journées contre la violence faite aux femmes. Faisons des journées contre la violence faite aux enfants. Mais on peut aller plus loin, puisque c'est la Ligue. Parce que là, c'est lié au sport et au foot. C'est-à-dire, comme le disait, rappelez Hugo tout à l'heure, il y a en France, et je pense partout dans le monde, c'est difficile pour un joueur gay, un joueur professionnel de football, ou un joueur tout court, même amateur. Hein. On sait qu'il y a déjà eu des problèmes. En fait, c'est difficile pour un gros de jouer au foot aussi. D'être transparent à ce niveau-là, parce que tu peux avoir des réflexions de tes coéquipiers, des supporters, etc. C'est pour ça que là, on parle vraiment du foot, hein, pas de la société à l'extérieur, etc. Mais c'est difficile pour un gros de jouer au foot. Alors, on n'a qu'à faire aussi un truc contre la grossophobie. Non, mais je veux dire, on peut tout utiliser dans la vie. Donc, est-ce que cette com-là, parce que c'est un coup de com', en vérité, ça changera en problème, puisque de toute façon, c'est un problème qui est je ne peux pas dire ancestral, mais presque. Donc voilà. Ensuite,
Là, on parle d'Idrissa Gueye. Alors, je suis parti faire des recherches quand même parce que c'est trop facile de toujours taper quand c'est le PSG. Parce que là, aujourd'hui, il y a des trucs qui commencent à sortir. Ah ouais, le Qatar, vas-y, quand il prend l'argent du Qatar, ça ne le dérange pas. Et le Qatar, il n'y a pas de droit pour les LGBT. Bref, voilà, ça va commencer à Sauf que, partir. alors Yacine, sauf là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. Le PSG, qui est détenu par un pays comme le Qatar, dont on critique souvent le fait qu'il soit proche des milieux islamistes, etc. C'est un pays musulman. Enfin, même le président est pratiquant. Tous ces gens-là sont très pratiquants. Et pourtant, le club a joué le jeu, a communiqué via ses réseaux sur la journée de lutte contre l'homophobie. Donc voilà, il y a. En tout cas, le PSG, lui, a joué le jeu. Malgré le fait qu'il soit détenu par un pays musulman, il n'y a pas eu de boycott de la part du club. Voilà. Donc, je rappelle pourquoi, en fait, les numéros sont mis en arc-en-ciel. Parce que au départ, l'idée, c'était d'avoir un brassard arc-en-ciel. Alors, je suis parti chercher. La première année, Payet a mis le brassard, mais par-dessus, il a mis le brassard classique de l'OM. Fager, Gradel et Lotoa ont mis le brassard classique du club sans mettre le brassard arc-en-ciel. Lopez et Marcelo, capitaine à Lyon à l'époque, ont préféré laisser le brassard à Jérémy Morel. Bon, jusqu'à présent, j'en ai jamais. Merci, j'ai jamais entendu de polémique. Je continue. Falcao a refusé de le porter et l'a donné à Leonardo Jardim. Cavani l'avait en première mi-temps, il l'a changé en deuxième. Et Rongier à Nantes à l'époque, il l'a enlevé à la 20e, soi-disant ça lui faisait mal au bras. Non, il tenait pas bien au bras. Bon. Ok, moi je veux bien toutes ces conneries là. Moi je vais dire le fond de ma pensée. Franchement, je m'en cogne de ça. Parce qu'en fait, pour moi, ça c'est de la merde. Parce que c'est des coups de comme le say no to racisme. C'est de la merde. Moi, j'attends pas les actions de la Ligue pour respecter les gens. J'attends pas les actions de la Ligue ou de la FIFA avec leur say no to racisme qui se foutent de ta gueule en permanence pour combattre le racisme. Donc en fait, moi je trouve que c'est juste des coups de com pour dire on fait quelque chose. En vérité, c'est pas comme ça que tu fais. La preuve, vous avez parlé des joueurs de foot et la solidarité dans le foot. Pas dire ce que j'en pense parce que je vais être vulgaire. Je vais prendre juste Bosman, qui a quand même permis à de nombreux joueurs de devenir riches avec l'arrêt Bosman. Quel joueur l'a calculé? Personne. On l'a laissé mourir. Quand il y a un joueur australien qui a fait son coming out, il a dit la dernière fois qu'il avait souffert. Il y en a eu un en Angleterre aussi, je crois. Qui s'en soucie? Et vous croyez que parce qu'à la 37e journée, vous faites une action, ça va changer quelque chose? Donc, en fait, la véritable question, Yacine, c'est qu'est-ce que fait vraiment la Ligue bah, là, je parle du monde professionnel et amateur, et j'aimerais bien avoir votre réponse, parce que, en vérité, les réponses pour la lutte contre l'homophobie, il faut qu'elles soient concrètes. Évidemment, c'est symbolique, hein, tu as raison, c'est la com, c'est symbolique, l'arc-en-ciel, etc., le brassard, tout ça, c'est symbolique. Mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont mises en place? Est-ce qu'il y a, par exemple, un numéro qu'on peut contacter à la fédération lorsqu'un joueur se sent agressé? Mais même, parce que je pense que c'est des choses qu'on devrait peut-être plus dans le monde amateur que dans le monde pro. Mais est-ce que il y a des choses qui sont faites pour un joueur qui est homosexuel et qui s'est fait agresser par son orientation sexuelle ou qui s'est fait insulter par ses supporters ou et ça arrive, par ses propres coéquipiers qui l'ont renié dès qu'ils ont su. En fait, la question c'est ça. Est-ce qu'une journée c'est suffisant en mettant en avant ces symboles-là, ou est-ce qu'il faut du concret et travailler peut-être plus dans l'ombre, moins médiatiquement, mais apporter des solutions concrètes? Moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Nico. Et après, Hugo. En fait, là où je suis pas d'accord avec Yacine, c'est que on ne demande pas à la Ligue ou aux joueurs de football, par ce genre d'opération, de résoudre le problème. Il y a des associations, il y a des lois, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ce qu'on demande aux joueurs par ce genre de journée, comme font notamment les Anglais avec le genou à terre aujourd'hui depuis maintenant plusieurs mois, presque, enfin je ne sais plus quand ça a commencé, mais ça fait même ça fait plus d'un an maintenant. On ne demande pas aux joueurs de première ligue de régler le problème du racisme dans le monde, juste que ce genre de geste, ça rappelle que ce problème est là et que la société a besoin d'évoluer. Moi, je vais être très concret. Hier, pour avoir un peu ironisé là-dessus et pour avoir dit que je le trouvais ce qu'avait fait Gueye honteux, mais je me suis pris, genre, je ne veux pas généraliser, hein, mais je me suis pris des gens qui ont débarqué. Il y en a qui m'ont expliqué que fallait que je retourne chez mes parents parce que là-bas, c'est là où je me faisais prendre par derrière par mon père. Enfin, des trucs, mais horribles. Des insultes, mais t'as pas idée, quoi. Et alors,
c'est pareil, je vais pas généraliser, mais en gros, j'ai eu l'impression d'avoir pris tout le Sénégal sur la tronchière parce que c'était les 3 quarts, c'était des Sénégalais qui venaient défendre Gay. Et en fait, tu te rends compte quand même en lisant dans ce genre de journée qu'il y a un vrai problème de société, qu'il y a une vraie intolérance, qu'il y a après c'est tous les maux de la société, on va pas les résoudre comme ça, mais moi je trouve que ce genre de geste, et finalement, toi au début je me suis dit ça sert à rien, en fait je me rends compte que c'est pas si inutile que ça en fait. Parce que il y a un gros problème quand même autour de ça. Et là, on parle que d'une journée contre la discrimination sur de l'homophobie. Enfin, donc effectivement, c'est-à-dire que on peut élargir ça à tout. Comme le dit Yacine, effectivement, la grossophobie, la violence aux femmes, effectivement qu'on pourrait faire tout. Sauf que là, on a choisi des thèmes très spécifiques. L'homophobie dans le football, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, vraiment, on peut pas le nier. Quand on voit le nombre de joueurs de footballeurs professionnels et qu'on voit le nombre le nombre de ces joueurs qui ont officiellement déclaré leur homosexualité, c'est tellement grotesque dans le nombre qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc ce genre de journée, encore une fois, on ne demande pas aux joueurs de solutionner tout ça, mais je trouve que c'est juste une vraie piqûre de rappel pour dire voilà, il y a ce problème qui existe, et puis avec cette journée, au moins, on rappelle qu'on a conscience qu'elle est là, qu'il y a des gens qui travaillent et que voilà, il faut pas oublier que ça c'est un vrai problème chez nous quoi. Et moi c'est juste comme ça que je le vois quoi. Et c'est pour ça que je trouve que ce qu'a fait Gay hier c'est juste honteux parce que j'ai jamais dit, je l'assimile pas à un homophobe. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mais il fait ce qu'il veut. J'ai dit oui il fait ce qu'il veut. Il peut être homophobe. Alors de suite ça y est t'as dit qu'il était homophobe. Non, je disais il peut être homophobe comme il peut être raciste, il peut être con, il peut être vegan, il peut être naturiste. On s'en fout en fait de ses croyances, de ses pratiques. C'est son problème. Là on lui demande juste de s'associer à une lutte, à un mouvement où on dénonce une discrimination. Je ne vois pas comment tes croyances peuvent t'empêcher de dire que la discrimination est une mauvaise chose. Parce que c'est juste ça le souci. C'est pas de dire l'homosexualité c'est formidable. On doit tous devenir un jour gay parce que c'est formidable. Essayons tous. Non, on n'est pas là. On ne demande pas à Gay d'aller sur un char à la Gay Pride. Enfin, vous voyez le truc, on est parti dans des délires autour de ça. On a juste demandé à Gay de condamner une discrimination. Si ta croyance religieuse, si ta liberté d'expression, si ton choix de cause t'empêche de condamner une discrimination, excuse-moi, mais tu as un problème. Je le vois comme ça, moi. Tu as un problème. Est-ce que c'est pas l'interprétation que lui fait, parce qu'on l'a rappelé, Yacine l'a rappelé, il y a énormément de joueurs musulmans en Ligue 1, tous ont joué, enfin beaucoup ont joué samedi soir avec le maillot floqué, avec l'arc-en-ciel, pardon. Eux-mêmes sont musulmans. Après, c'est une question d'interprétation. C'est aussi voilà, c'est une question comment tu pratiques ta religion. Encore une fois, il a été seul. En tout cas, on n'a parlé que de son cas à lui. Il y a peut-être d'autres cas, parce que les autres années, c'est vrai que Yacine a eu raison de le rappeler. Il y a eu d'autres cas. Les gens n'étaient pas musulmans pour autant. Donc voilà, c'est assez paradoxal. Hugo. Non, Nico a tout dit, mais voilà, c'est plus le symbole, le geste, le fait que ça soit une marque de solidarité. Évidemment, je suis d'accord avec Yacine. Est-ce que la Ligue en fait assez Non, sûrement pas, évidemment. Mais on ne demande pas à la Ligue de résoudre ça. Et c'était pas la question que tu nous as posée de base, Mousse. C'était pas dire est-ce que la LFP, en gros, fait ça pour la com. C'était la question, c'est est-ce que le geste d'Idrissa Gueye de ne pas partir au match comment vous le trouvez, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est honteux, convenable, acceptable, etc. C'est ça la question. Donc moi je suis totalement d'accord avec Nico, on ne lui demande pas d'embrasser un mec en rentrant sur la pelouse, on lui demande juste de porter un maillot avec les couleurs là sur un match dans l'année. Donc voilà, par rapport à tout ça, on va conclure parce qu'on ne va pas parler 15 ans là-dessus non plus, ça passera vite. Je préfère qu'on revienne sur du sportif et les trophées NFP, mais je suis d'accord que sur une journée, juste porter un maillot, on te demande pas d'en faire non plus des tonnes. Donc sur ça, le fait de ne pas y participer, est plus gros. Regarde, au final, on en parle plus que s'il avait été sur le banc, par exemple, et il n'était pas rentré ou il était rentré 2 minutes, tu vois. Donc au final, son geste, il se fait plus remarquer qu'autre chose. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est bête et con ce qu'il a fait Idrissa Gueye. Juste une précision, on parlait du genou à terre, donc en gros contre le racisme. Quand tu regardes, c'était juste après l'assassinat. Voilà. J'ai 2 exemples assez forts. Le premier, c'était donc le match de Ligue des Champions du PSG qui avait été remis contre les Turcs suite aux insultes racistes. Donc les joueurs qui mettent le genou à terre le lendemain quand on rejoue le match, ils n'ont pas tous le genou à terre. Il y en a qui décident de ne pas le mettre le genou à terre. Peut-être qu'ils se sentent moins concernés par le côté du racisme. N'empêche que les mecs, ils sont là, ils participent. En Formule 1, c'est pareil. Depuis maintenant plus d'1 an, avant la grille d'un départ,
il y a cette cérémonie et tu as des mecs qui mettent le genou à terre. Tu as des pilotes qui se sentent très concernés, qui ont le genou à terre. Il y en a qui le sont moins. Ils restent debout, mais les mecs, ils sont là. Enfin, tu vois, ils sont quand même là. Ils vont pas rester dans leur stand en disant oh non, moi, la lutte contre le racisme, ça me concerne pas, je m'en tape. Enfin, tu vois, il y a un moment où Après, Gay, il n'avait pas joué avec un maillot différent. C'était compliqué. Non, Quoi. mais oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste que Oui, bien sûr. tu peux être concerné ou pas. Et là, encore une fois, putain, on te demande de porter un maillot avec un flocage arc-en-ciel. Enfin, encore une fois, on lui a pas demandé de jouer en combinaison de cuir avec un fouet. Tu vois, enfin, il faut un moment, faut juste se remettre un peu les idées en place. Donc, on lui a juste demandé de s'associer à une lutte contre une discrimination. Voilà, c'est tout. Bon, bah, il a choisi de pas le faire. Donc maintenant, après, moi, je dis pas qu'il est homophobe. Encore une fois, je le redis. Après, tout le reste, ça, sans doute, il va pas s'exprimer. Je suis d'accord avec toi, Mousse. Mais maintenant, après, c'est à lui d'assumer ses choix et ses positions. Oui, bien sûr. Je vois pas comment on peut défendre cette position, en tout cas. T'as bien fait. Attends, t'as bien fait de rappeler que, évidemment, il ne s'agit pas de dire que Idrissa Gueye est homophobe. Encore une fois, pour revenir, il y a eu des manifestations en France contre le mariage gay. Il y a eu des millions de personnes qui ont défilé. Est-ce que bêtement, on doit dire ah bah il y a 2 millions de manifestants, il y a 2 millions d'homophobes? Certainement pas. Il y a des gens qui font passer leur religion avant tout, qui considèrent que même apporter un soutien à une discrimination, c'est sans doute aller, pour eux, je parle, sans doute aller contre leurs convictions religieuses. Mais encore une fois, si c'est le cas, je dis bien si, parce que c'est du conditionnel, si c'est le cas pour Idrissa Gueye, c'est son opinion à lui. Et il y a d'autres joueurs avec d'autres convictions, des joueurs chrétiens, des joueurs juifs, des joueurs musulmans, qui ont joué ce week-end en Ligue 1 avec ce maillot-là. Et ça n'a pas fait de polémique. Parce que l'homosexualité, pour finir là-dessus, dans les 3 religions monothéistes, elle est proscrite. Ça, c'est juste, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est pas juste lié à l'islam. Et après, c'est comment, toi, tu réagis face à ça. Encore une fois, si c'est le cas pour Idrissa, ça concerne lui. Les autres ont porté le maillot. Donc, voilà. C'est pas, la parole d'Idrissa Gueye, n'est pas unique et seule. Il y a d'autres voix, il y a d'autres musulmans en France, d'autres joueurs musulmans, qui ont joué et ça n'a pas posé de problème. Et encore une fois, c'est du conditionnel parce que lui n'a toujours pas parlé et on saura finalement peut-être jamais si c'était le cas ou pas, même si évidemment il y a des indices concordants, vous avez raison de le rappeler, Nicolas et Hugo, mais malgré tout, tant qu'on n'a pas son truc, on se posera quand même malgré tout la question. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet, et puis comme je voulais... dépêche-toi parce que Hugo il parle en 10 minutes et on voudrait vraiment... Juste là-dessus, vas-y. Pourquoi je pense que malgré tout, il devrait s'exprimer, quel que soit le biais, que ce soit oralement ou que ce soit sur un communiqué. Parce que ça peut très bien être aussi ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que lui se dit juste pourquoi on fait cette action-là et pourquoi on n'en fait pas d'autres. Pourquoi il n'y a que celle-là. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Parce que c'est toujours facile de... Il y a des associations ou des lobbies qui sont plus forts, qui arrivent à imposer certaines choses et d'autres non. Mais il y a plein de combats dans le monde. Tu vois ce que disait Nico. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Que ça ne servait à rien et que j'attendais de la Ligue des solutions. Bien sûr que ça marque. Moi, ce que je dis, c'est que, ok, servons-nous du foot. Moi, j'en parle souvent, même dans mon livre, j'en parle des valeurs du sport, etc. Mais servons-nous du foot pour faire plusieurs actions, ouvrir les yeux aux gens sur plusieurs choses et pas que cette cause-là. Et quelle que soit la cause, je précise bien que ce soit le racisme, LGBT, tout ce que tu veux, voilà. Servons-nous du foot pour tout, pas juste une action ponctuelle. Que sur ça. Pourquoi que sur ça? Voilà, c'est tout. Très bien, Yacine. C'était bien d'avoir vos avis à tous les 3. Et puis voilà, je pense qu'il y aura pas mal de commentaires. Donc n'hésitez pas, chers amis de YouTube, à mettre vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous étiez scandalisé, pas scandalisé. En plus, je rappelle que vous avez parlé de la fameuse soirée de gala qu'avait donnée Idrissa Gueye. C'est vrai que c'est quand même bizarre parce que ça arrive 2-3 jours après une soirée de gala caritative qu'avait donnée Idrissa Gueye pour son association For Hope. Ça, c'est très très bien aussi pour les enfants en Afrique pour lutter contre la maladie, notamment le VIH, qui avait récolté d'ailleurs plus d'1 million d'euros pour son association. Donc ça, il faut le souligner aussi. Et il y a beaucoup de joueurs, effectivement, qui sont associés à des causes caritatives et c'est toujours bien de le rappeler. D'ailleurs, tu peux rappeler Mamadou Sakho qui a reçu le trophée de joueur citoyen aussi pour ses actions. Voilà. C'est un ancien parisien. Tout à fait. Gay qui portait d'ailleurs un très beau costume Christian Dior à son gala. Je vous laisse regarder la sexualité de Christian Dior et puis on en reparlera. Non mais tu sais, tu dis ça, mais il y a une photo, parce que sur Twitter,
connaissez Twitter, hein, les mecs ont parti chercher les anciens sponsors des maillots de Everton, ouais. Il a joué évidemment avec un maillot sponsorisé par une marque de bière. Et un autre maillot, je crois, avec un site de paris en ligne qui est aussi proscrit par la religion musulmane. Voilà, ça c'était pour fermer les guillemets. Et on va passer tout de suite au trophée UNFP. Comme ça, on a encore 5 minutes avec toi, Hugo. Je vais te passer en 10 minutes, allez. Oui, tu me feras signe, amigo, pas de problème. La cérémonie qui a eu lieu hier. Alors, je crois qu'il y a pendant 2 ans, à cause du Covid, il n'y avait pas eu de cérémonie, il me semble. Hein. C'est ça. Et donc, cette cérémonie qui a vu Kylian Mbappé couronné du prix du meilleur joueur de la saison. C'est la troisième fois consécutive qu'il a le prix. D'autres joueurs parisiens ont remporté un prix. Il y a eu Donnarumma pour le meilleur gardien de Ligue 1. Vous me donnez votre avis parce que en jouant la moitié des matchs, c'est vrai que c'est un peu spécial et qui fait aussi partie de l'équipe type 2021-2022, tout comme Marquinhos et Nuno Mendes. Et puis aussi, il y a eu les paroles de Kylian Mbappé. Hein. Bon, on va revenir aussi là-dessus quand on lui a posé la question sur son avenir. Première question, messieurs, sur le prix du gardien déjà, parce que je venais d'en parler. Bon, ça fait plaisir, hein, c'est un gardien du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que le prix, est-ce que vous contestez ce prix au vu du nombre de matchs qu'a joué Donnarumma ou pour vous quand même ça reste quand même le meilleur parmi les 5 gardiens cités? Vas-y Hugo. Non, il a joué que la moitié de la saison, il a joué 17 matchs, donc les prix des trophées NFP c'est sur la saison entière, on récompense la régularité et la performance. Sur ces 17 matchs, il a pris 17 buts, il a fait 5 clean sheets. Bon, on la connaît, on en a parlé tout le long dans le podcast toute la saison, cette alternance avec Keylor Navas. Donc pour moi, même si ça reste un très bon gardien et que cette année il a eu des difficultés, on verra la saison prochaine quand la situation sera régularisée, on va dire. Parce que j'ai entendu aussi l'interview de Donnarumma qui a dit que le club allait faire des choix. On sait très bien que Keylor Navas va être incité à partir pour faire la place totale à Donnarumma. Mais sur cette saison, il mérite pas d'être élu meilleur gardien de Ligue 1 parce qu'il a fait que 17 matchs. Et qu'il n'a pas été non plus outrageusement bon, même si j'ai des très bons arrêts en tête qu'il a fait cette saison. Mais j'aurais plus récompensé un Alban Lafont, par exemple, ou un Walter Benitez qui ont fait des très très bonnes saisons également de leur côté pour le titre de meilleur gardien. Donc pour moi, non, c'est pas justifié que Donnarumma soit élu meilleur gardien de Ligue 1 en n'ayant joué que 17 matchs dans la saison. Oui, tu parlais de Walter Benitez. Je crois que Nice fait partie des tout meilleures défenses de championnat de France. Ouais. C'est la meilleure défense de Ligue 1. Donc voilà, pour moi, Walter Benitez a largement plus contribué à la saison de Nice d'un point de vue défensif et dans le nombre de points rapportés. Enfin, les 2 lignes de 4 dans la surface, ça l'a bien aidé aussi. Hein. Nico, un petit mot sur Donnarumma. Tu es du même avis que Hugo? Bah, si tu peux plus récompenser un mec qui joue la moitié des matchs, c'est-à-dire que Verratti et Neymar, ils n'auront jamais de trophée. Donc moi, je trouve ça, c'est plutôt un beau message, un beau motif d'espoir pour eux. Et après, sur la valeur du gardien, oui, effectivement, Donnarumma est un très grand gardien. Après, effectivement, récompenser un mec qui a joué la moitié des matchs, je suis un peu comme Hugo, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ça fait un peu aussi partie du charme de ce genre de cérémonies qui sont assez drôles, même sans, enfin, ça c'est pas voulu à la base, mais à l'arrivée c'est drôle. Comment? Tu parles d'Adil Rami? Non, mais globalement, c'est des trophées qui sont marrants. Regarde, enfin voilà, moi ça me fait plutôt rigoler, que ça m'énerve pas en tout cas. Voilà, j'avoue que ça me laisse assez de marre. Voilà, bon, Donnarumma. Le seul truc qui est entre guillemets positif, c'est que c'est les joueurs qui votent, quoi. Parce que si c'est les journalistes, je te raconte pas le scandale que tu te prends derrière ça. Voilà, c'est les joueurs. Ça prouve aussi que les joueurs de foot, ils connaissent rien au foot, en fait. Ils regardent pas les matchs. Ils ont voté pour un statut, en fait. Ils ont voté oui, mais de toute façon, il y a combien de joueurs de foot qui regardent vraiment les matchs, franchement? Ils regardent pas, ils connaissent rien. Je pense que tu prends les 3 quarts des joueurs de Ligue 1, tu leur poses des questions sur le championnat, ils sont incapables de répondre aux questions. Donc, voilà, écoute. Ils ont regardé le nom le plus connu, ou alors c'est peut-être un vote avec la fameuse matrice Pochettino inventée par Yacine, c'est-à-dire qu'ils ont eu ça et puis ils ont voté au niveau du prestige, donc ils ont vu le vainqueur de l'Euro, bon bah allez hop, on vote pour lui, c'est Donnarumma. Comme quoi les entraîneurs quand même regardent plus les matchs de Ligue 1 cette saison parce que Pochettino n'est pas dedans et ils ont, pour le coup, on en parlera tout à l'heure, mais ils ont élu vraiment le meilleur entraîneur cette saison pour moi qui est Bruno Genesio. Un mot sur le gardien, Yacine, ou c'est pas nécessaire finalement?
Attends, un mot sur Capou. Tu te rappelles Capou, l'interview où il dit justement qu'il regarde pas de foot, il connaît pas les joueurs et tout, c'était extraordinaire. Au moins, il a su. Au moins, il a Ouais, su. ouais, non, mais c'est clair. Donnarumma, en fait, moi, je vais dire juste un truc par rapport à ça. C'est que moi, pourquoi je déteste les trophées individuels? Parce que comment tu fais pour dire que Donnarumma est meilleur que Lafont? Donnarumma, il est dans une équipe qui domine. Lafont, il est dans une équipe qui subit quand même un peu plus d'occasions que le PSG. Est-ce que le meilleur gardien, c'est celui qui fait le plus d'arrêts? Est-ce que le meilleur gardien, c'est, tu vois, c'est celui qui est le plus visible? Est-ce que Lafont au PSG, qui doit faire 2 arrêts par match, il aurait été bon? Tu vois, c'est ça, moi, pourquoi j'aime pas ça. Et pourquoi j'aime pas ça non plus? Parce qu'il y a une dizaine d'années, je crois que c'est Xavi ou Guardiola, mais je crois que c'est Xavi, qui avait dit le meilleur gardien du monde, Victor Valdés, c'est le meilleur gardien du monde pour le Barça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le gardien qui apportait le plus au jeu du Barça. Ça veut pas dire que c'est le meilleur gardien du monde. Peut-être que tu mets Casillas au Barça et Casillas fait pas une aussi grande carrière. Donc en fait, ça veut rien dire ces trophées. Tu existes toujours grâce au collectif. Mbappé cette année, il existe parce que malgré tout, il reçoit des ballons et ainsi de suite, tu vois. Donc moi, j'aime pas ces trophées parce que ça récompense quelque chose qui est très subjectif, encore plus que le reste. Voilà. Et donc Donnarumma, évidemment que le fait qu'il ait joué que la moitié des matchs et qu'en plus, déjà à la base, il y a un doute sur savoir est-ce qu'il est meilleur que Navas. Je suis désolé, il ne peut pas être meilleur gardien de Ligue 1 si déjà tu ne sais pas s'il est le meilleur gardien de son club. Ouais, ça se comprend. Ton raisonnement se comprend. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur Donnarumma, même si on est content qu'il l'ait eu. Hein, ça fait un trophée de plus pour lui. Pour lui. Et je suis avec toi, Hugo. Le dossier, l'événement d'hier soir, ce que tous les supporters attendaient, c'était parce qu'on savait qu'Mbappé allait recevoir le prix du meilleur joueur de Liga. Je rappelle qu'il a 25 buts et 17 passes décisives. Il a évidemment qu'on lui a posé la question sur son avenir. Et en gros, il dit que la décision va bientôt être dite, communiquée, parce que quasiment tout est réglé. Et quand tu lui as posé, quand tu lui as posé la question, est-ce qu'il avait fait son choix, il a répondu que oui, le choix était fait, et qu'il y avait encore quelques Quasiment. étapes. Et en gros, Quasiment fait. Quasiment fait, c'est vrai. Le quasiment est très important. Vous avez raison de le signaler. C'est vrai. Le gars dit qu'il avait quasiment choisi. Négocie encore la prime à la signature, mais après, c'est un petit peu. Et bien justement, messieurs, moi je voulais avoir votre avis sur la communication de Kylian Mbappé ce soir. Pour vous, ce que vous avez entendu, les remerciements à la fin, etc., c'est plutôt un signe qu'il part et qu'il va rejoindre le Real la saison prochaine. Ou pour vous, tout est encore flou et vous avez encore peut-être un espoir pour qu'il reste au Paris Saint-Germain. Et je te donne la parole, Hugo. Bon, déjà, avant de répondre à ça, je lui en ai marre. Franchement, j'en ai ras-le-bol, pour être poli, de ce jeu qui dure depuis des mois, de savoir s'il va partir ou pas partir. Vivement que le dossier qui soit bouclé dans un sens comme dans l'autre, que Paris prépare sa saison prépare son été pour la saison prochaine et qu'on a marre de storytelling. Un coup, le Parisien, histoire qu'il va prolonger, puis juste après, il est démenti, puis après, il s'est mis d'accord avec le Real Madrid sur ses droits d'image et il va signer. Et là encore, hier, il entretient le flou. Regardez Erling Haaland avec Dortmund, où ça a été annoncé de façon très nette, ça a été conclu même si évidemment des tractations toute l'année, savoir s'il allait au Real, au Barça, au PSG ou à City. Au final, il choisit City. C'est annoncé par Manchester City, c'est annoncé par Dortmund. Là, pour la dernière journée de championnat, il y a une célébration avec les supporters, un remerciement par le club avec une pancarte Danke Erling Haaland, etc. Et tout le monde est content, ça se fait de belle façon. Et pourtant, Erling Haaland aussi, il y a eu beaucoup de rumeurs. Alors peut-être moins que Kylian Mbappé évidemment, vu ce qu'il représente, mais Erling Haaland, ça a été quand même beaucoup discuté son avenir. Là, on est toujours dans la décision de savoir ce qu'il va faire. Et pour répondre à ta question, Mousse, concernant la soirée d'hier, j'ai vu le tweet de Nico, parce que moi j'ai mis un tweet en disant, vu comment il répondait, la façon dont Marquinhos aussi a répondu quand on lui a posé la question, est-ce que vous voulez qu'il reste la semaine prochaine, ça laisse un peu ça fait penser qu'il va partir. Et Nico a dit, j'en ai marre des gens qui sont dans les traductions faciales par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il a fait un hochement de bouche, etc., ce qu'il a levé l'ongle, donc je vais me faire reprendre par Nico après, mais je pense qu'il va partir, ouais. Et je sais pas si vous avez vu ça après, on va dire en zone mixte, après les trophées NFP, il y avait un micro d'El Chiringuito, et il a répondu, en fait, au début, il a répondu aux questions en espagnol, dans un très bon espagnol comme il sait le faire, à rouler les airs, etc.
Et en fait, les médias français lui ont demandé de répéter la même réponse en français parce qu'au final, il avait répondu qu'en espagnol. Pour te dire à quel point il est déjà dans l'univers Real Madrid d'Espagne et qu'il va signer là-bas. Non, sinon, pour te répondre, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux. Je pense quand même qu'il va partir. Ça faisait un peu adieu au football français dans ce qu'il a dit hier. Mais juste dans un sens comme dans l'autre qu'on en finisse parce que j'en ai ras-le-bol de ce dossier. Voilà. Bon, en tout cas, merci Hugo d'avoir été avec nous. Je sais que tu as du boulot, donc je vais te laisser quand même manger et te préparer pour aller retrouver ta maison mère, Canal+. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'on te voit de plus en plus souvent sur les plateaux, donc félicitations Hugo. Franchement, c'est cool. Tu commentais déjà cette saison la D1 Arkena, la D1 féminine, et on te retrouve aussi dans les soirées européennes sur Canal+. Moi, je t'ai vu plusieurs fois. Et aussi pour les matchs de National. D'ailleurs, je crois que tu avais été envoyé à Laval pour la montée de Laval en deuxième division, c'est ça C'était Laval Red Star à la montée du stade Lavallois 5 ans après être descendu en troisième division. Pour des vieux comme nous, Hugo, Nico, Yacine et moi, entendre Laval en deuxième division, ça nous ramène très très loin en arrière. Bah oui, bien sûr. Mais moi, Michel le millénaire. Et en tout cas, c'était une super expérience. C'était la première fois que je faisais porte-terrain et donc c'était un bon match. Il y avait Abibay aussi qui était sur le banc du côté du Red Star, voilà, qui est consultant à Canal. Donc c'était une super ambiance. Le stade Francis Levasseur rempli avec 10 000 spectateurs. Donc très belle expérience que j'espère revivre bientôt. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu moins présent sur le podcast mais que tu me remplaces très très bien, Mousse, et que vous faites très bien le podcast sans moi parce que j'ai aussi un peu plus de boulot cette saison, mais voilà, c'est positif. Donc, et sinon, pour terminer sur les trophées UNFP, Bruno Genesio mérite le trophée de meilleur entraîneur. J'aurais donné le trophée de meilleur espoir plutôt à Kalimundo, plutôt qu'à William Saliba qui a déjà fait 2 saisons pleines à Saint-Etienne, plus une à Nice, plus un transfert à Arsenal. Alors, je sais que c'est la règle des joueurs qui débutent, qui commencent la saison avec 21 ans, qui peuvent être élus, mais Saliba, clairement, il est plus l'espoir, il est en équipe de France. Donc voilà pour les trophées NFP. Et puis pour parler de la dernière Arkema, pour les trophées, Marie-Antoinette Cototo mérite le trophée de meilleure joueuse parce qu'elle a été encore une fois au-dessus des autres en dernière Arkema. Voilà. Donc je vous laisse conclure le podcast. Merci Mousse, merci Nico, merci Yacine. Merci à toi. Et à bientôt. Bon courage. Salut les gars. Ciao. Et ben nous, on va continuer sur les trophées UNFP. Puis je vais aussi vous demander votre avis, messieurs. Nicolas, sur les déclarations d'Mbappé, alors c'est vrai que tu as commenté hier sur Twitter, tu étais en live tweet quasiment. J'exagère un peu évidemment. Qu'est-ce que tu as pensé de ces déclarations Qu'est-ce que tu penses, enfin qu'est-ce que ça laisse présager pour l'avenir? Est-ce que tu es plutôt pessimiste ou optimiste? Écoute Mousse, ça fait 1 an que j'annonce son départ, je vais pas changer aujourd'hui, ce serait vraiment la grosse girouette, donc je vais rester sur mes positions. Le discours d'hier, il me conforte pas ou il me met pas non plus le doute parce qu'il y a franchement rien à en tirer, je trouve, de ce discours. Ça a été du pur Mbappé dans sa communication, à savoir être capable de parler et de ne rien dire à la fois. Il est très fort pour ça. La seule chose, comme l'a dit très bien Hugo, c'est que ce dossier il devient très très long, très pénible. Moi je vois ça comme une prise d'otage. Voilà, il y a tout un club qui attend la décision d'un joueur. Je trouve que c'est une très très mauvaise chose évidemment. Et quelle que soit sa décision, je serai très content parce que ça voudrait dire que ce sera enfin terminé, qu'on va pouvoir passer à autre chose. S'il reste, tant mieux, parce que je pense que Mbappé effectivement est devenu le meilleur joueur du monde. Donc évidemment que tout le monde préférerait qu'il reste. Maintenant, s'il part, on l'a déjà dit souvent ici, bonne chance à lui. Merci d'avoir été professionnel jusqu'au bout, d'avoir porté le PSG cette saison, parce que sans lui, on se serait encore plus fait chier, ce qui paraît incroyable, mais oui, ça aurait été encore pire que ça sans lui. Et puis bonne chance à lui si donc quand il annoncera son départ à Madrid. Et puis le PSG a existé avant Mbappé, le PSG existera après lui. Le Bayern va peut-être perdre Lewandowski cette saison, ça n'empêchera pas le Bayern d'être très fort l'an prochain. J'espère juste que le PSG qui n'a pas franchement encore cette culture du travail bien fait a anticipé ce possible départ et qu'on va pas se contenter. Hugo, sur le parallèle avec Haaland, c'est vrai que Dortmund, mais ça c'est pas qu'avec Haaland. Il y a une grosse différence quand même. Ils ont anticipé le départ et d'ailleurs je crois qu'ils ont déjà acheté leur remplaçant. Donc oui, Dortmund travaille très très bien, évidemment. Ouais, il y a quand même plusieurs différences avec le dossier Haaland. D'abord, Haaland a fait savoir depuis longtemps que c'était sa dernière saison à Dortmund, donc il n'y avait aucun doute sur son départ. Il n'est pas en fin de contrat, donc ça veut dire qu'il fallait que des clubs intéressés viennent payer une clause, ce qui a été fait par City. Et en 60 millions, je rappelle la clause. Ouais, c'est cadeau.
C'est cadeau, franchement, c'est cadeau. Et donc non, c'est assez différent. Moi, ce qui m'agace avec Mbappé, c'est qu'il entretient depuis un an l'idée. Voilà, il y a un an, il a fait savoir qu'il voulait partir, et depuis maintenant 6 mois, on ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est ça qui est pénible en fait. Moi, si Mbappé, il avait déclaré au mois de janvier, c'est ma dernière saison, quoi qu'il arrive, je partirai à la fin de la saison. Pas de souci, quoi. Encore une fois, pas de souci. C'est son droit, c'est sa carrière. Il n'appartient pas au PSG jusqu'à la fin de ses jours, donc il n'y a aucun problème. Mais cette manière aujourd'hui de noyer le poisson, et je trouve qu'hier c'était beau, voilà, hier c'était encore une fois une belle occasion de parler, une bonne fois pour toutes. Voilà, merci à tous, je vais quitter le PSG, c'est ma dernière saison, au revoir. Ou alors. Sauf qu'il reste sur Parc, Nico, t'imagines bien qu'il n'a pas envie de. Enfin, si, en tout cas, s'il devait annoncer un départ, il reste encore un match Ouais, mais en fait, toi, mais je pense que c'est encore pire. C'est-à-dire, il va faire quoi donc? Il va annoncer ça le lendemain, le dimanche, une conférence de presse. Donc il va même pas dire au revoir aux supporters. Là, pour le coup, ça va être très mal perçu. Donc je pense, et c'est ce que j'ai mis ce matin. Au début, je pensais qu'on s'orientait justement sur un scénario comme ça où il allait même attendre la Ligue des Champions pour annoncer son départ à Madrid, parce que pour moi, encore une fois, à Madrid, pour moi, il va partir. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être que le fait d'avoir vu Haaland se faire célébrer ainsi par le mur jaune samedi dernier, ça lui a peut-être donné des idées de se dire, bah voilà, au moins c'est un départ classe. Donc ils rentrent de Doha, je crois, ce soir, on est lundi. Ce soir, c'est ça. Ouais. Ils seront au repos mardi, voire mercredi, j'imagine. Donc reprise de l'entraînement jeudi. Bah, je serais pas surpris que jeudi il y ait une conférence de presse de Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses que c'est possible aussi qu'il puisse l'annoncer à la remise du trophée samedi face à Metz? De toute façon, Yacine, normalement, il sera, hein, il le vivra en direct, mais c'est vrai que c'est aussi une occasion pour lui, sur l'estrade avec le trophée, de remercier les supporters, de pouvoir faire son annonce, parce que qu'est-ce qu'il risque? Après, il y aura rien. Tu sais, il y aura de la musique, il y aura une grosse sono, même s'il y a quelques sifflets. Je crois pas qu'un truc. Moi, je pense que c'est aussi jouable qu'ils le disent le dernier jour. Non, tu penses pas, Nico? S'il reste, peut-être. S'il part, non, parce que c'est pour le coup, hier, il a bien dit ce côté. Quand j'avais en 2019 déclaré mes envies de responsabilité à Paris ou ailleurs, c'est vrai que ça avait vampirisé la cérémonie, qu'on avait parlé que de ça, et il avait clairement ce jour-là fait une erreur de communication. Il n'a pas voulu refaire la même chose hier, et quelque part, c'est pas plus mal. Ouais, Et le faire sur l'estrade, ça veut dire qu'en fait, il va vampiriser la cérémonie, c'est-à-dire qu'il va plomber l'ambiance, t'imagines? Bravo le PSG, champion de France, feu d'artifice. Au fait, merci pour tout, je me barre. Papin, il avait fait ça avec Marseille, hein, je vous rappelle, en 91, 92. Il s'était fait bien pourrir de mémoire. Hein. C'était pas non plus la super fiesta, donc non, Et dans ce sens, je comprends ta réflexion, en effet. Je le vois bien. Ouais, aujourd'hui, je le vois bien annoncer ça jeudi, qui se barre. Je le vois bien annoncer ça avant, franchement. En prenant le risque du coup de jouer face à Metz samedi avec des sifflets, etc. Qui va le siffler? Qui va siffler Mbappé, franchement? Ouais, c'est vrai. Faudrait vraiment être des gros abrutis pour siffler le mec qui a porté le PSG depuis 2 ans. Hein. Franchement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement. Yacine, sur le message, sur la com d'Mbappé, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Et c'est quoi ton avis après ce que tu as vu, son comportement, ses mots? Est-ce que pour toi, tu es tout à fait d'accord avec Nico et tu penses qu'il partira à Madrid à l'issue de la saison? Ou pour toi, c'est flou et il reste encore une petite chance? Alors, je pourrais pas siffler parce que je suis en tribune presse, mais je l'aurais fait avec plaisir. Mais non, pourquoi? Si, mais je vais dire pourquoi. Tu as toujours dit que toi, tu ne t'attachais pas aux joueurs et Bah plus ouais, au mais club. justement, attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi, tu vas voir. Parce que en fait, moi, je déteste le foutage de gueule. Moi, l'histoire du foot, c'est des départs, des transferts. Ginola, c'était une idole au parc. Il est parti à Newcastle. C'est la vie du foot. Georges Weah, il est parti. Alors, il y en a, ça se passe bien, là, ça se passe moins bien. Georges Weah, il y en a qui m'ont dit, ouais, t'as vu, Georges Weah, il l'avait annoncé, s'il est parti. Bon, Georges Weah, je vous rappelle quand même qu'il y avait un contexte très particulier à l'époque, avec le COP de Boulogne. Enfin bref, mélangez pas tout non plus. Tu vois, c'est pas, voilà. C'est l'histoire du foot. Voilà, l'histoire du foot, elle est faite de transferts. Il y a des joueurs très, très peu qui ont fait leur carrière dans leur club. Mais sinon, la plupart, ils quittent un jour leur club. Quand Ronaldo explose à Manchester United et qu'il rejoint le Real, c'est la vie du foot. Voilà. Donc on s'en fout en fait. Mais juste, moi, ce qui m'énerve, et là où je rejoins Nico, c'est que je pense qu'à un moment donné, tout le monde l'avait accepté. Il avait fait son interview, il avait dit qu'il voulait quitter le PSG au mois d'août. Tu parles de l'été dernier, là, ouais. Ouais. Ça, ouais. L'interview, c'était en octobre, par contre. C'est l'interview qui donne à l'équipe en octobre, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, ou Roten, toute la clique là. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, je pense que tout le monde l'avait accepté. Ok, t'as voulu partir l'été dernier,
Tu l'as maintenant, alors c'est pas fait, tu viens expliquer ton choix, comment ça s'est passé, etc. Tu t'es expliqué, tu voulais partir, tu es en fin de contrat. Tout le monde, je pense vraiment que tout le monde l'avait accepté. Et en gros, c'était de se dire, ok, il reste 7 mois, faisons-les mieux possible, profitons-en, porte ce que tu peux porter, apporte ce que tu peux apporter. Puis après, bonne chance à tous, quoi. Comme l'a dit Nico, le PSG existe depuis 70. Il existera après 2022 quand Mbappé sera parti. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que je déteste, c'est tout ce qui s'est passé depuis 6 mois. Je sais plus, je sais pas. Ah, finalement, il y a peut-être des chances que je reste. Et finalement, ceci. En fait, pourquoi cette com? Déjà, si tu savais, on s'en fout en fait. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, voilà, réponds plus. Quand j'aurai pris ma décision, vous en serez informé. D'ici là, j'en parle plus. Tu crois que les mecs, ils peuvent le relancer autant qu'ils veulent. S'ils passent la zone mixte et il répond pas, qui va lui dire quelque chose? Personne. Tu vois, il a joué avec ça. Et je pense qu'à un moment donné, ce que tu dis justement sur l'histoire des sifflets, je pense que ça a joué. Il s'est dit, est-ce que c'est le moment de l'annoncer? Il y a eu l'élimination face au Real. Si je l'annonce, les sifflets, pas les sifflets, est-ce que j'ai envie de finir comme ça? Voilà. Et là où je rejoins Nico maintenant, c'est que je pense qu'il est, alors, pas dans une ambiguïté parce que je pense qu'il est au-dessus de ça. Est-ce qu'il a envie de terminer avec des sifflets? Je crois pas. Donc, est-ce qu'il va l'annoncer avant? C'est là où j'ai le doute. Parce que, en fait, pour moi, l'histoire Haaland, effectivement, tu peux te dire, ouais, est-ce que c'est mieux de partir comme ça? Voilà, une dernière fête avec les supporters et tout. On m'a dit, l'histoire Haaland, c'est différent parce que Dortmund est un club qui laisse partir ses joueurs. Mais encore une fois, je vous répète, c'est pas l'histoire de Dortmund qui serait un plus petit club que le PSG et qui laisserait partir ses joueurs. C'est juste une question de la manière dont tu le fais. Coutinho est parti au Barça, Liverpool l'a laissé partir, tout le monde n'en avait rien à foutre, Liverpool a continué à avancer. Justement, Yacine, je te coupe et j'aimerais bien votre avis à tous les deux. La question, c'est, parce qu'on parle beaucoup d'Mbappé, il agace certains parce qu'il n'a pas pris son choix, il prend le club en otage. Mais le club, en vérité, c'est lui le premier responsable. Parce que normalement, tu devrais agir comme a agi Dortmund. C'est-à-dire, allez, stop, maintenant, nous, on te donne une deadline, tu nous dis parce qu'il faut qu'on bosse. Si tu pars, il n'y a pas de souci, on ne fera pas d'histoire. Et de toute façon, tu es en fin de contrat, on ne peut absolument rien faire. Comme ça, on se met à bosser. Parce que pour moi, les torts sont partagés à 50-50. Parce que le club laisse faire ça aussi. Le club laisse Mbappé gérer le timing. Et c'est pas aux joueurs de gérer le timing. Et moi, je comprends. Maintenant que lui ait des doutes, que peut-être il ait changé d'avis, il voulait partir cet été et qu'au PSG, on lui a promis certaines choses. Et peut-être que lui, ça j'en suis sûr, il aime vraiment ce club. Et peut-être qu'il y a encore des records à aller chercher. L'obtention de la Ligue des Champions, c'est historique s'il la gagne, tu vois. Il peut avoir changé d'avis. Mais moi, je reproche surtout au club de pas mettre le haut là et de pas dire maintenant ça suffit. Nous, t'es pas tout seul dans le vestiaire. Il faut qu'on prépare la saison prochaine. Il faut que tu nous dises si tu pars, tant mieux. On peut pas te retenir, t'es en fin de saison. Mais au moins, ça permet de travailler sur un futur attaquant pour la saison prochaine. Alors, deux choses. La première sur le record. Sur le record, il a dit hier, justement, en zone mixte, ou je sais pas où, là, après le trophée, que le record de Cavani ne l'intéressait pas. C'est encore une nouvelle. Et il avait dit le contraire il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est peut-être une nouvelle piste. Juste là-dessus, moi, c'est là où je suis pas d'accord avec Nico. Pour moi, il prend pas le club en otage. C'est le club qui a décidé de se mettre otage. Écoute. Accepter d'être otage, en gros, c'est ça. Ah oui. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi sur cette histoire-là. Tu veux ou tu veux pas? Ok, tu veux pas? Eh ben, salut. Merci pour tout. On finit la saison. Nous, ce qu'on devait te donner, on va le mettre sur quelqu'un d'autre. Ça fait partie de notre budget, recrutement, salaire, etc. On va travailler. Merci pour tout. Ciao. Voilà. T'as pas à laisser dicter le timing à un joueur. Et c'était aussi tout Mbappé qu'il est, tout futur crack qu'il est. Il va prendre 12 ballons d'or, je m'en fous. C'était aussi le moyen pour le club de dire on passe un nouveau cap, maintenant c'est plus vous qui allez dicter la chose. Voilà, on s'est mis à genoux devant les joueurs pour plein de raisons, la Ligue 1, le club qui grandissait, etc. Pas de problème, mais c'est terminé. T'envoies aussi un message, donc voilà, tout ça. À l'arrivée, bah oui, tu te trouves avec un club qui est otage, qui a décidé d'être otage, Mbappé qui s'amuse, et pour moi, il s'amuse pas avec le club, il s'amuse avec pour moi, c'est que mon avis, avec les émotions des supporters. Voilà. Quand il redonne de l'espoir, c'est avec ça qu'il s'amuse. Pas avec le club, parce que si, comme tu l'as dit, si le club a décidé d'être otage, à la limite, c'est son problème, c'est eux qui veulent bien le laisser faire. Mais qui s'amuse avec les supporters comme ça,
Voilà, je trouve que c'est un manque de respect. Après, voilà, je répète ce que je dis, je suis attaché à personne. Il a fait son travail, effectivement, depuis un C'est an dans et la demi. gestion dont c'est fait, c'est ça que tu n'apprécies pas. C'est pas Voilà, forcément qui partirait, c'est dans la communication du club, du joueur, etc. exactement. Voilà. Toi, tu voulais rajouter un petit mot là-dessus? Non, mais quand je dis prise d'otage, c'est par rapport au fait qu'il laisse sa décision enfin, il joue sur les deux côtés. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé qu'Mbappé, il a fait son choix depuis longtemps, sauf qu'il a laissé la porte ouverte aux discussions avec Paris, qui est sûrement effectivement revenu dans la danse. Aujourd'hui, enfin, tu sais, on est en train de parler de son annonce de départ, et puis ça se trouve, dans 4 jours, il annonce qu'il va rester au PSG. On n'est même pas sûr, hein, attention. Hein. Bien sûr, c'est pour ça. C'est juste du ressenti, mais voilà, moi, c'est ça qui m'énerve. Hier, quand il annonce que son choix, il est fait, il reste des derniers détails à régler, mais son choix, en gros, il est fait. Bon, bah, dans ce cas-là, dis-le. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi les derniers détails? C'est de savoir s'il va prendre 70% ou 80% de ses droits à l'image à Madrid. C'est de savoir s'il aura 3 billets en première classe pour sa famille une fois par semaine ou 4. Enfin, tu vois, après, c'est des détails contractuels qui vont rester à régler, mais son choix, en fait, c'est très simple. Hein. Il reste ou il part. Nous, on s'en fout. On n'attend pas que son contrat soit finalisé à Madrid pour qu'il annonce son départ. Et moi, c'est là où je suis un petit peu agacé par cette prise d'otage. C'est que, à mon avis, la décision, elle est prise depuis pas mal de temps. Et après, sur la position du club, je comprends que ça puisse énerver, mais d'un autre côté, ça correspond aussi très bien aux Qataris, à Doha et à ce qu'on voit depuis plusieurs années. C'est-à-dire que aujourd'hui, le projet du PSG, c'est pas un projet collectif, c'est un projet de joueurs. Donc, bah voilà, ton meilleur joueur qui part 6 mois de la Coupe du Monde, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les Qataris, pour leur image. Et donc, du coup, ils sont en train d'essayer de tout donner. Et là, je pense que la journée à Doha, ça va aussi être propice peut-être à des discussions, je ne sais pas, mais Alors, il paraîtrait que oui, que malgré qu'il ait passé un peu moins de 24 heures puisqu'il rentre ce soir, il paraît que ça va aussi permettre de discuter encore un peu avec le joueur. C'est des informations qui m'ont été données par Clément Pernia, qui collabore avec nous à Paris United, qui m'avait envoyé un message hier. Et c'est vrai que moi aussi hier, en creusant un peu du côté de Doha, ils sont toujours confiants et il laisse pas transparaître, si vous voulez, une anxiété ou par rapport au départ de Kylian. Lui, clairement, nous, on va le prolonger, on a tout pour le prolonger. Tant qu'il n'a pas communiqué, nous, on reste positif et optimiste pour la prolongation d'Mbappé. ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est une occasion encore de perdu du PSG pour renforcer le côté institution. En plus, c'est pas compliqué de le renforcer puisque l'institution du PSG, elle est au niveau moins 15. Donc, si tu veux, il suffit pas de grand chose pour la remonter un petit peu. Mais là, effectivement, c'était une belle occasion. À un moment de dire, bon, bah voilà, on est le 1er mai. On a effectivement relancé les discussions. On a proposé plein de choses à Kylian parce qu'on aimerait qu'il reste avec nous. On sait que le Real est également dans la danse. Voilà, bah nous, on attend une réponse le 15. Et puis, si le 15, on n'a pas de réponse, et bah, pour nous, ce sera un dossier clôturé. On retirera notre offre et puis on construira l'équipe autrement. Et toi, tu fais ça quelque part, quelle que soit la décision d'Mbappé, à l'arrivée, t'en sors grandi. Alors que là, qu'est-ce qui va se passer quand Mbappé va annoncer son départ du PSG? Je vous l'annonce déjà. Bon, déjà, tout le monde va se foutre de la gueule des Qataris parce qu'ils laissent partir un mec qui vaut 200 millions d'euros gratuits. Ça, c'est leur dernier de leurs soucis. Ils n'en ont rien à foutre de l'argent. Donc, quelque part, ça, c'est le truc le moins grave, je trouve. Mais par contre, l'image par rapport au Qatar, l'absence de solution de repli, l'urgence du recrutement, comment on va faire, enfin, tout va leur tomber sur la gueule et ils vont en prendre plein la tronche. Et l'image du club va être encore une fois complètement abîmée par cet épisode. Alors que si tu avais dit, bah voilà, on est le 15 mai, pour nous c'est terminé, dossier terminé, on retire notre offre, merci Mbappé, pour nous c'est fini, on passe à autre chose. Bah là, tu sors vraiment grandi, quoi. Mais c'est encore raté. Je suis assez d'accord. Bon, bah, de toute façon, il reste quelques jours. Je pense que le suspense sera bientôt terminé et que normalement, ce soit comme tu l'as dit, Nico, hein, ce sera soit juste avant, soit juste après. Mais c'est l'affaire d'une semaine. Et je voulais clôturer. Je pensais vraiment qu'il attendrait la Ligue des Champions pour pas déstabiliser Madrid. J'avais vraiment ça dans l'esprit. Il a dit hier que ce serait bien avant le rassemblement des Bleus, donc bien avant la Ligue des Champions aussi. Et puis bah bien avant, c'est dans 10 jours le rassemblement des Bleus. Hein. Donc bien avant, c'est cette semaine. Hein. C'est pas. Donc ouais, c'est pour ça que je vous dis. La finale de la Ligue des Champions, c'est le 28 mai. 28 mai, ouais. Donc non, moi
Je pense vraiment qu'on est à quelques jours du dénouement, là, ce qui est une bonne nouvelle. Ah, Et oui, puis, enfin, et puis, Daniel Riolo a annoncé, je vous rappelle, que Mbappé annoncerait sa prolongation au mois de mai. Donc pour l'instant, il est toujours dans les clous. ah oui, c'est vrai qu'il avait annoncé qu'il prolongerait. Il y a aussi d'autres comptes influents sur Twitter qui sans cesse, semaine après semaine, rabâchent le fait que Mbappé va prolonger. Et après, tu as évidemment beaucoup Je d'autres. les ai tous, messieurs, les tweets. Je les ai tous gardés. Ah d'accord, ok. Ah, d'accord. Ça Oui, toi, t'es comme fait, ça, toi. ça fait 1 an que je garde tous les tweets. J'ai une collection. Je vous en passerai quelques-uns parce que je pourrais pas tous les gérer. Mais on va rigoler si jamais il se barre. Je crois pas avoir tweeté là-dessus, donc je suis tranquille. Un dernier mot, messieurs, si vous avez encore 5 minutes. Je voulais qu'on parle de la rumeur, notamment peut-être aussi pour remplacer Kylian Mbappé. On a beaucoup parlé d'un joueur uruguayen cette semaine pour intégrer le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Pardon. Il s'agit de l'attaquant uruguayen du Benfica Lisbonne qui s'appelle Darwin Nunez. Alors moi, je vous avoue que je ne le connaissais pas du tout. Je regarde très peu le championnat portugais. Et puis même quand Benfica est en Coupe d'Europe, c'est pas l'équipe que je vais forcément suivre. Donc je vais vous poser la question déjà si vous le connaissez et si oui, est-ce que selon vous ça peut être une bonne piste? Alors les prix varient, on entend des prix à 80 millions, 75 millions, 100 millions, 120 millions. Est-ce que ce joueur vaut autant? Et puis beaucoup le comparent aussi à Cavani, donc ce sera intéressant de décrypter un peu les qualités et défauts du joueur. Je vais venir vers toi, Yacine, parce que je crois que tu le connais, j'allais dire assez bien, je sais pas, mais je sais que tu connais le joueur, tu as vu Benfica évoluer. Alors, d'abord, quel type de joueur c'est, Yacine? Et est-ce que selon toi, ce serait un bon attaquant pour le Paris Saint-Germain? Puis je poserai la question aussi après à Nico. Et puis après, je vous libérerai pour... Non, pas toi, d'accord. Donc Nico, il est comme moi, il connaît pas le joueur. Au moins, c'est honnête de sa part parce que il y a beaucoup de mythos sur les réseaux. À chaque fois qu'un joueur sort, et il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas parce qu'il faut quand même s'intéresser au club où il joue, etc. Et puis là, bizarrement, tout le monde le connaissait, tout le monde avait un avis là-dessus. Donc voilà, Nico et moi, on est honnêtes, on ne connaît pas le joueur, on ne va pas pouvoir en parler. Donc Yacine. Le seul joueur de Benfica où j'ai un petit peu de notion, c'est Vata, pour sa fameuse main. Lui, je peux vous en parler pendant des heures parce que ça a été mon idole, j'avais un poster de lui. Mais sinon, les autres, je ne connais pas trop. Alors Vata, c'est celui qui élimine Marseille de la finale 191. Arrête, c'est ça. Non, Vata, c'est 89. La main de Vata, c'est 89. 89. Ouais, 91. Oui, 91, c'est la finale qui perd. Contre l'Étoile Rouge. C'est la finale contre l'Étoile Rouge qui gagnera, et après en 93. Exactement. Pardon. Alors vas-y, Yacine, sur Darwin Nunez, dis-nous tout sur cet attaquant uruguayen. Bon, les comparaisons avec Cavani, c'est parce qu'il est uruguayen, mais bon, on va pas se mentir. Oui, j'imagine. Bon, déjà, c'est un joueur qui peut jouer en pointe, un peu deuxième attaquant, un peu sur un côté. Voilà. Alors, son poste, c'est plutôt en pointe, majoritairement. Il a fait une belle saison avec Benfica, déjà en championnat portugais. Physiquement, parce qu'on l'a décrit comme c'est un joueur assez grand, hein, c'est ça Ouais, il fait 1m87, je crois. Ouais, donc plutôt joueur d'appui, joueur de surface, pas forcément. Non, parce qu'il est capable de prendre la profondeur. Et il fait une belle saison avec Benfica en championnat portugais, mais il fait une belle saison avec Benfica en Ligue des Champions. Il fait notamment deux bons matchs contre Liverpool, malgré la défaite. C'est un joueur qui a beaucoup d'activité. C'est un joueur qui est plutôt efficace. Je pense que c'est un joueur qui, en fait, dans le profil Cavani, on va dire s'il s'en rapproche, c'est plus dans le style, est-ce que il serait bien dans une équipe qui a beaucoup de possession? Voilà. Aujourd'hui, dans son parcours, déjà le football uruguayen, ce que c'est, mais aussi Benfica aujourd'hui, quand tu les vois jouer, c'est une équipe qui est beaucoup dans la transition. Donc, est-ce que, j'ai envie de te dire, il peut correspondre au PSG, parce que malgré tout, c'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui peut faire des courses pour les autres, etc. Il n'y a pas de problème. Quand je dis ça, c'est finalement qui sera le coach du PSG. Ah oui. J'ai envie de te dire, si demain tu prends Conte, je te dis oui, il faut le faire. Après, le prix, moi je ne le discute pas parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le joueur le plus éclaté du monde, il vaut 90. Donc de toute façon, les prix, je ne sais plus quoi en penser. Oui, Darwin Nunez, hein, tu parlais un peu de sa saison, mais je crois qu'en statistiquement parlant avec le Benfica, il a plus de 30 buts, toutes compétitions confondues, hein, il me semble. Oui. Il est à 25 ou 26 en championnat, je crois, ou 24.
Et il doit être à 6 ou 8 en Ligue des Champions. Enfin voilà, il a marqué. Et il fait une belle saison, il n'y a rien à dire. Et il a 24 ans, Yassin. Quel âge? 22. 22 ans. Ouais. C'est un jeune joueur. Ouais, c'est un très jeune joueur. Voilà, le truc, c'est toujours de te dire 120 millions. Pour moi, il n'y a pas de joueur qui valent 120 millions. Donc voilà, après, ça, c'est les négociations. La deuxième chose, c'est, encore une fois, j'insiste, est-ce que c'est un joueur qui correspond au futur entraîneur ou à l'entraîneur actuel? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Du PSG, dans son activité. Tu vois, on disait Icardi, on a eu beau le critiquer. Évidemment qu'Icardi, je répète qu'au moment avec Tourelle où PSG joue en 4-4-2, où il y a des jeux sur les côtés, où il y a du centre, comme par hasard, c'est sa meilleure période. Donc c'est toujours pareil. Un attaquant, il est dépendant du style de jeu, il est dépendant de ses compétences. Si tu joues avec ses qualités, effectivement, ça va tout de suite mieux que si tu joues à l'inverse total. Voilà, j'ai pas de certitude là-dessus parce qu'il est trop jeune, parce qu'il n'a pas un parcours assez grand pour me dire s'il est dans un football de possession, il est capable de s'adapter, d'être bon dans les petits espaces, dans la densité. Tu vois, voilà, j'ai pas de certitude là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une vraie marge de progression. Il a un vrai potentiel. Il a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ce côté, je fais des courses, je travaille. Alors, quand ils arrivent au PSG, le problème, c'est que il y a une mise à jour, mais elle est à l'envers. Mais voilà. Il va falloir qu'il s'adapte aux courses de ses autres partenaires. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai envie de te dire, à court terme, si je vais caricaturer un peu. Si aujourd'hui, à court terme, tu me dis pour la prochaine saison, les 2 prochaines saisons, est-ce que tu prends Darwin Nunez ou Lewandowski? Évidemment, je vais te dire, je prends Lewandowski. Je te jure, parce que comme Nico n'avait pas l'air, tout comme moi, de connaître les profils du jeu, j'allais le lancer sur Lewandowski. Alors, je te finis, puis après, tu me donneras ton avis, Nico. Donc là, je te dis, aujourd'hui, évidemment que je prends Lewandowski. Maintenant, si tu me dis, est-ce que on part sur un projet de 3 ou 4 ans, je pense que je pousse un peu l'étude sur Darwin Nunez, tous ses matchs, tout ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, les matchs où Benfica domine, les matchs où le Benfica est en transition, les matchs de Coupe d'Europe. Et je me dis, ouais, peut-être que ça vaut le coup de partir sur un projet à moyen terme avec ce joueur de 22 ans, avec un coach qui va réussir à le faire progresser. Parce que juste pour finir, Pochettino, bon, on le taille beaucoup, malgré tout. Même si je pense qu'Mbappé a franchi un cap, le fameux le PSG Nantes de l'année dernière, quand il perd ce fameux ballon et un peu le titre. Mais malgré tout, ça restera une de ses réussites. Il a fait passer un cap à Mbappé. En 10 secondes, Yacine, si tu devais le comparer à un joueur que tout le monde connaît, un attaquant que tout le monde connaît, il se rapprocherait de Darwin Nunez, pardon. Il se rapprocherait de quel grand attaquant assez connu pour que les gens puissent se faire une idée? Rapidement, Yacine. Je pense que le plus proche, c'est Cavani malgré tout. C'est vraiment le plus proche aujourd'hui. Parce que même Suarez, tu vois, c'est un joueur qui est un peu plus statique, etc. Plus fort de haut but. Donc, il est pas dans ce rôle-là encore. C'est vraiment la comparaison la plus proche, c'est Cavani. Ça marche. Nico, avant de clôturer ce podcast, je voudrais quand même ton avis sur le mercato, les noms qui sont cités. On a appris que Bayern Munich ne garderait pas, ne retiendrait pas Robert Lewandowski en cas de velléité de départ. On parle de. Il a dit qu'il voulait partir. Oui, en plus lui. En cas d'offre plutôt. Voilà, son agent c'est Pini Zahavi qu'il avait déjà proposé il y a 1 an ou 2 au Paris Saint-Germain. On parle de contacts très avancés avec Barcelone, mais on dit aussi que Paris est encore dans la course. Est-ce que toi, Nico, Robert Lewandowski, c'est tous les jours oui, ou il a 33 ans et les joueurs en fin de carrière, t'en as un peu marre qu'ils viennent se dorer la pilule au PSG, même si c'est pas tout à fait le style de Robert Lewandowski de venir se dorer la pilule. Non, il y a un truc qui m'a fait rigoler dans ce qu'a dit Yacine, c'est quand il parle d'étudier un petit peu les différents matchs de Nunez, de voir un petit peu sur un projet de 4 ans ce qui pourrait être apporté. Non mais c'est le PSG les gars là. Vous croyez que c'est comme ça qu'ils vont recruter un joueur? Vous êtes malades. Alors je vais vous dire moi, ce qui va se passer. Nunez, je pense qu'ils vont le prendre effectivement, mais pour remplacer Icardi, je pense vraiment. Ça va être il y avait aussi ce. Et puis pour remplacer Mbappé, mais tu crois qu'ils vont regarder des vidéos? Mais vous êtes fous quoi. Il y a 2 mecs qui sont sur le marché qui peuvent remplacer Mbappé. C'est Cristiano Ronaldo et Lewandowski. Vous aurez un des deux, je vous l'annonce. C'est tellement évident. Comment est-ce que tu veux en termes d'image remplacer Mbappé? Dembélé aussi, dans une moindre mesure. Dembélé, oui, pour Di Maria, bien sûr. Pour Di Maria, ça sera. Mais l'avant-centre, il faut un mec qui vende des maillots, les mecs.
Et puis, vous imaginez avant le Qatar, l'attaque Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, mais l'émir, il va être comme un dingue. Il va être fou Là, tu avec crois ça. pas. Alors, c'est une rumeur aussi qui tourne parce qu'il va quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo. Ouais, Mais honnêtement, c'est moins sûr. gars. C'est moins sûr parce que l'entraîneur, Ten Hag, qui signe à Manchester, au départ, il avait eu des critiques. Et depuis qu'il a signé, il a quand même dit que il était plutôt content de travailler avec Ronaldo, qu'il envisageait de le garder. Ronaldo qui va pas jouer la Ligue des Champions, donc il va se Oui, barrer. oui, non, mais Mais honnêtement, et après on conclut là-dessus, les gars, mais ça serait vraiment une dinguerie de faire venir Ronaldo. Et là, on est vraiment typiquement dans le projet Harlem Globetrotter, Nico. Bah, et cette saison, on est quoi, franchement? On est déjà pas là-dedans. Un petit, mais là, on parle quand même des mecs qui se sont tirés la bourre pendant 12-13 ans. Ronaldo et Messi qui se sont retrouvés dans la même équipe quand même. On va jouer avec un maillot avec les étoiles américaines et tout, ça va être énorme. Avec des shorts américains, tu sais. Ils vont installer des panneaux de basket derrière les buts, ça va être une folie le parc. Yacine, toi qui es coach, Yacine, gérer deux égos comme ça, et on n'oublie pas Neymar. non, mais alors les égos déjà, mais je crois, je sais pas si je peux dire ça, mais en termes de compatibilité footballistique, je crois qu'on est au summum de ce qu'on peut pas faire. Au summum de ce qu'on peut pas faire. Voilà. Alors là par contre, j'avoue, s'il y a ça, je promets d'avance, je le fais d'avance, comme ça c'est réglé, vous l'enregistrez, tout ça. Je promets de ne pas critiquer le coach de toute la saison. Parce que là, vraiment, non mais vraiment, là, c'est au-delà du surréaliste. Je promets de ne pas critiquer le coach de la saison. De toute façon, Nico, tu sais comment ça va se passer cet été. Il y aura 25 noms qui seront associés au PSG. On va encore rigoler sur les réseaux sociaux. Non, mais avec après, honnêtement, si demain tu fais venir Lewandowski pour remplacer Mbappé, franchement, je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, le choix le plus proche de Mbappé, c'était à Haaland. Bon, on s'est pas trop fait d'idées sur la possibilité qu'il vienne au PSG, parce que Haaland, il a des vraies envies de carrière et il a vu un peu comment ça se passait la Ligue 1 et Paris. Donc je pense que ça n'a même pas dû être dans sa réflexion. Après, ouais, Lewandowski, ce serait évidemment. Mais comme le dit Yacine, c'est du court terme. Voilà, Lewandowski, il va pas venir à Paris pour donner sa vie. Hein, et voilà, sa carrière, elle est en train de se terminer. Éternel problème, mais je pense que malgré tout, ce serait peut-être la solution la plus logique sur du court terme, quoi. Voilà, en attendant que Messi, Neymar, que toute cette clique s'en aille et que tu puisses éventuellement rebâtir un peu plus de manière cohérente. Mais l'an prochain, pour être au milieu d'un Messi et d'un Neymar, je pense que ce serait quand même mieux un Lewandowski qui en impose un peu plus, qui pourra effectivement, ne serait-ce qu'alimenter un peu plus de ballons, alimenter un peu plus de ballons, parce qu'un petit jeune au milieu des deux, là, je suis pas sûr qu'il arrive à trouver sa place, le pauvre. Après, il y a d'autres noms d'attaquants qui sont cités encore du côté du Paris Saint-Germain, mais là, on est encore au tout début. Enfin, le mercato n'est pas ouvert, mais voilà, on a cité aussi Joao Félix de l'Atlético Madrid. Ousmane Dembélé, ça, on a déjà parlé. On est au tout début du travail parce qu'il commence à travailler au mois de mai. Ouais, attends, parce que là, tu vas bientôt avoir Griezmann qui va arriver aussi dans les papiers bientôt. Ah ouais, l'Atlético. Ouais. Griezmann, il va pas être gardé par l'Atlético, donc tu peux être sûr qu'il va être annoncé au PSG également. Et puis même, attends, moi j'attends Milik, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais feeling sur Milik, je sais pas pourquoi. Juste, Nico, pour préciser sur Joao Félix, c'est une information de Foot Mercato. Et en fait, en gros, ils disent que c'est Jorge Mendes, en fait, qui l'aurait proposé. Donc là, c'est peut-être pas le pari qui était dessus. Et il reste aussi deux joueurs de Liverpool. Un dont on a beaucoup parlé, c'est Mohamed Salah, qui a toujours pas prolongé son contrat. Et moi, récemment, on m'a dit, renseigne-toi sur la situation de Sadio Mané, parce qu'il paraît que le PSG commence aussi à regarder du côté de Sadio Mané. Mais on m'a aussi dit, je savais pas, on m'a dit que Mané était un grand supporter de l'OM. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et de toute façon, c'est pas ce genre de détail qui pourra empêcher un joueur de signer dans un club. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même pas mal de noms de joueurs associés au PSG cet été, comme tous les étés d'ailleurs. Ouais, on va pas tout commenter. Et on va commenter les rumeurs les plus sérieuses, sorties des médias sérieux. Après, pour le reste, évidemment. Mais comme on l'a toujours fait chez Paris United, hein, c'est soit une info, on essaie de la développer, on la donne.
soit tu récupères des infos qui sont fiables, des journalistes fiables. Tu peux pas tout relayer non plus, c'est pas possible. Je dis ça pour que sur Twitter, on nous envoie pas les messages à chaque fois. Ouais, vous pensez quoi, vous pensez quoi, vous pensez quoi. Vu le nombre de noms qui vont sortir, on va se calmer. Oui, c'est pour ça aussi que moi j'ai arrêté de faire du mercato, parce que après ça devient du grand n'importe quoi. D'abord, juste pour expliquer, pour faire du mercato, il faut avoir beaucoup de temps. Il faut un grand réseau, mais surtout beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps de faire valider, ne serait-ce que l'info que le club serait potentiellement intéressé. Rien que ça. Et après, il faut aller creuser, voir ce qui se passe. Donc c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et il y a aussi beaucoup de jeux d'agents qui font fuiter des fausses informations. Donc il faut trier le vrai du faux. C'est un peu compliqué, on va dire. Donc merci beaucoup messieurs, merci Nico, merci Yacine pour ce podcast. On se retrouvera sans doute lundi prochain, je pense, pour la dernière journée, pour débriefer la dernière journée, et pourquoi pas la réponse de Kylian Mbappé s'il l'a donné d'ici là. Donc ça sera. Je passe un petit coucou parce qu'ils m'ont reproché de pas l'avoir fait. J'ai parlé avec plein de Niçois avant la finale de la Coupe de France. J'avais dit que je leur ferai un petit coucou et puis ça fait 2 semaines que j'oublie parce que je suis un sale type. Donc les Niçois, les Niçoises avec qui j'ai discuté, je vous dis bonjour. C'était sympa. Ça veut dire que le podcast de Paris United. Ouais, mais je parle avec plein de gens moi. Puis depuis hier, là, je parle avec tout le Sénégal, la frange extrémiste du Sénégal, elle est sympa aussi, je vous la conseille. c'est pas vous salue les amis sénégalais, je vous salue. Mais oui, on embrasse tous les Sénégalais, on embrasse tout le monde, et on est regardé un peu partout dans le monde, donc on embrasse tous les gens qui nous suivent en France et à l'international. Merci encore messieurs, merci Yacine, merci Nicolas, et puis comme je vous le dis, on se retrouve lundi prochain pour débriefer la dernière journée de Ligue 1 et on espère la décision finale de Kylian Mbappé. Salut à tous. Ciao. Ciao.